Bonjour, donc ce cinquième webinaire qui nous rassemble, nous tenons d'abord à remercier les différentes intervenantes parce que c'est du travail, c'est de la préparation et pour nous, nous nous remercions de façon importante puisque c'est, si vous saviez l'angoisse que nous avons aujourd'hui. Bien, donc nous allons parler du sommeil. Voilà, le sommeil, effectivement, qui nous paraît être un sujet essentiel. D'ailleurs, le nombre d'adhésions aujourd'hui nous le prouve, puisque ce sommeil, qui reste une problématique dans le développement de ces bébés vulnérables et l'impact sur la famille et vice-versa. Donc, un sujet transversal qui concerne toutes nos professions qui aidons ces enfants à bien progresser. Donc, un sujet essentiel. Donc, la règle du jeu est la suivante pour ceux qui ont l'habitude de ces webinaires. L'intérêt, c'est que effectivement, soit vous participez en direct comme vous le faites, ou alors possibilité de le revoir en replay, ou alors on va essayer de rappeler que RPO propose également YouTube où il y a tous les webinaires qui s'affichent. Allez, Voilà. c'est parti. Donc, les troubles du sommeil chez le bébé peuvent entraver son neurodéveloppement. Le sommeil joue un rôle crucial dans la maturation cérébrale, dans la consolidation de la mémoire, la régulation émotionnelle et la plasticité synaptique. Des perturbations chroniques du sommeil, comme les réveils fréquents ou le sommeil insuffisant, peuvent altérer son processus et bien évidemment avoir des conséquences à long terme. Ce sommeil du bébé ne se résume pas à un besoin uniquement biologique, c'est aussi un miroir du lien d'attachement et du bien-être familial. On va essayer d'aborder cette globalité. Là, les professionnels concernés, c'est quelle que soit leur profession, l'idée de ces webinaires, c'est ceux qui suivent le début du bébé vulnérable ou ceux qui l'ont suivi dans les 10 années, c'est-à-dire à peu près 600 personnes aujourd'hui, les référents du réseau périnatal Occitanie et les référents cocon, quelle que soit leur profession. Un petit mot pour vous donner rendez-vous pour le 9 octobre de 12h30 à 14h pour le prochain webinaire où seront surtout étudiés là les facteurs sociaux et leur influence sur le développement. On vous rappelle la règle du webinaire. Donc, la possibilité pour vous d'y assister donc, directement comme vous faites ou de le revoir, et notamment sur la chaîne YouTube dont on parlait à l'instant. Donc, ce webinaire a possibilité de poser vos questions au fur et à mesure par chat. Ces questions sont recueillies et donc seront redonnées à la fin du webinaire, où il y aura un espace où les orateurs successifs pourront répondre plus précisément à vos questions. Alors, nous commençons par le docteur Rachel Debs, que nous remercions beaucoup, qui est neurologue spécialisé dans les troubles du sommeil au CHU de Toulouse, au sein de l'unité d'exploration neurophysiologique. Elle propose des consultations spécialisées, des explorations pour les patients souffrant de diverses pathologies du sommeil. Le docteur Debs a également partagé des conseils pour améliorer la qualité du sommeil lors des d'interviews et de podcasts et dans le journal télévisé M6 de 2019 lors de la journée mondiale du sommeil. On lui donne donc la parole. On va lui donner donc la possibilité de conduire son diaporama. Alors, juste le temps qu'elle prenne possession du clavier. Alors, hop, Voilà. partager. Hop. Vous le voyez apparaître, c'est bon? Oui, c'est bon là. Si vous le voyez. Donc, bonjour à toutes et à tous. Comme déjà mentionné, je suis le docteur Rachel Debs. Je suis un neurologue au CHU de Toulouse, responsabilité du sommeil. On enregistre à la fois des bébés. Alors, on ne va pas jusqu'au nouveau-né parce que là, c'est au sein de l'hôpital des enfants qu'on peut faire des enregistrements avec l'équipe de néonatologie et de pneumopédiatrie, par exemple. Ou au sein de notre unité, on a enregistré des enfants dont le plus petit avait 6 semaines et jusqu'aux personnes plus âgées. Alors, le but de mon intervention, cette première, est de vous donner les bases pour comprendre comment organiser le sommeil de l'enfant, de sa naissance, qu'il soit vulnérable ou non, pour mieux appréhender les troubles qui peuvent être rencontrés par la famille. Alors, c'est volontairement synthétique, mais l'élément capital pour comprendre, c'est que notre sommeil, il est propre à chaque individu. Nous sommes génétiquement programmés
vis-à-vis de notre sommeil. Avec ses collègues qui ont bénéficié du prix Nobel en 2017, parce qu'ils ont déterminé les gènes qui étaient à l'origine du fait que nous étions soit courts ou long dormeurs, plutôt du soir ou du matin. Et qu'en fait, ces éléments sont variables au sein d'une même famille, au sein d'une même fratrie, ce qui va rebattre les cartes et potentiellement donner du fil à retordre pour des parents quand un nouveau-né arrive. Et tous les enfants ne vont pas hériter du même patrimoine génétique. Il peut y avoir un saut de génération, ce qui rend encore plus difficile les choses. Alors, pour comprendre qu'on ait tous le même langage, voici ce qu'on appelle un hypnogramme, c'est-à-dire la représentation schématique d'une nuit de sommeil, qui va commencer par la veille ici en haut, pour plonger vers le sommeil qu'on appelle l'en profond chez l'adulte, mais qui, chez l'enfant, est ce qu'on appelle le sommeil calme, pour enchaîner à la fin d'un cycle de sommeil par du rouge que vous voyez ici, qui est le sommeil agité. Et cette alternance de sommeil calme et de sommeil agité va constituer une nuit de sommeil avec une répartition qui va se modifier au cours de la nuit quand on a un sommeil qui devient mature. Globalement, toute personne, dès sa naissance, va organiser sa nuit en cycles de sommeil qui sont constitués ici, vous voyez, de sommeil calme en bleu et de sommeil agité. Et ces cycles vont s'enchaîner au cours de la nuit, cycles qui ne font que 45 minutes, tout en sachant qu'un bébé peut avoir moyen de récupérer en flash en 10 minutes. Et ce nombre de cycles de sommeil va être variable d'un individu à l'autre, d'un bébé à l'autre. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'entre chaque cycle, vous avez des éveils qu'on dit physiologiques, qui sont normales et où l'enfant va émettre des petits sons, mais qui ne sont pas forcément nécessitent pas l'intervention de parents. Et il est normal pour chaque individu de se réveiller entre les cycles. L'idée est d'apprendre à se rendormir entre ces cycles. Donc, je vous disais ce sommeil agité qui apparaît dès 30 semaines aménorrhées et jusque 3 à 4 mois après la naissance permet en fait à l'individu d'explorer ses futures émotions. C'est ce qu'on appelle le sommeil agité, donc en précurseur du sommeil paradoxal, qui chez le tout petit va représenter 50 à 60% de la nuit. Ce sommeil ressemble un peu à la veille. Il est très agité au sens où la respiration est plus irrégulière, du même rythme cardiaque. Elle peut être paradoxale par moment. Et à l'opposé, le sommeil calme, qui est le précurseur du sommeil lent, va retrouver un rythme respiratoire beaucoup plus régulier, des mouvements respiratoires en phase et des apnées qui, elles, vont être beaucoup plus rares au cours de cette phase du sommeil. Et lorsqu'on interprète le sommeil, il y a des phases de transition qu'on appelle sommeil indéterminé, qui est plus compliqué qu'un sommeil de remplissage entre ces deux phases importantes de sommeil. Ce que vous voyez, c'est que faire ces nuits, c'est une alternance en fait de ces deux phases de sommeil, mais c'est dormir 5 à 6 heures d'affilée, ce qui ne correspond pas forcément à la représentation qu'en ont les parents quand le nouveau-né arrive. Quand vous allez avancer en âge, on va s'éloigner de la naissance. Entre 4 et 6 mois, vous allez retrouver les stades de sommeil dits classiques de l'adulte, donc sommeil lent léger, sommeil lent profond et sommeil paradoxal qui est en fait ce sommeil de rêve. Et à partir de 6 ans, on arrive à des proportions quasi similaires de l'adulte. Sur ce graphique, vous voyez les nouveau-nés. Ici, vous avez un nouveau-né qui est plutôt petit dormeur 16 heures, mais il y en a qui vont dormir jusqu'à 20 heures. Et en fonction, c'est plus ou moins difficile déjà pour les parents si on est sur un petit dormeur qui va avoir une nuit très fragmentée. Alors, comment se régule ce sommeil? Il va se réguler face à deux mécanismes opposés, l'un qui est une horloge ici et l'autre qui est un sablier. Et vous allez voir qu'il faut que ces deux mécanismes ils fonctionnent dans le même sens. Ça va se mettre en place au fur et à mesure de l'arrivée au monde, avec tout d'abord un processus qu'on dit homéostasique, c'est-à-dire que plus vous restez éveillé, plus vous avez besoin de sommeil. Et à l'inverse, si vous faites un peu de sommeil, vous allez rester plus éveillé. Et à l'opposé de ce mécanisme qu'on considère comme une pile ou un sablier que vous avez vu sur le schéma, vous avez le processus circadien qui est en fait l'alternance jour et nuit qui va donner le tempo via une horloge biologique interne au centre de notre cerveau et qui donne un rythme interne qui est entre 23h30 et 24h30. Et vous voyez, ce n'est pas pile poil sur 24 heures. Donc en permanence, il faut le resynchroniser. Certes, il y a la mélatonine, mais il va y avoir des donneurs de temps dont je vais vous parler, qui donne en fait, qui imprime un rythme. Cette horloge interne dont on parle beaucoup, qu'on appelle l'épiphyse, elle est située tout au centre du cerveau, au bout de cette flèche. C'est tout petit, c'est ici.
Et c'est là qu'est en fait produit la mélatonine, laquelle mélatonine n'est produite qu'en l'absence de lumière. Et la difficulté, c'est qu'il va falloir attendre 1 mois de vie pour que la rétine ait la sensibilité à la lumière. Ce qui veut donc dire que longtemps avant la date prévue de naissance, le nouveau-né n'a pas la sensibilité à la lumière et donc la régulation du rythme veille-sommeil qui n'est pas encore acquise. Ce rythme circadien, vous voyez, sur un peu plus de 24 heures, nécessite donc d'être resynchronisé en permanence via des donneurs de temps. Le plus important à ces âges-là étant l'alimentation qui va rythmer en fait tout cela. Mais vous avez également les interactions sociales, les interactions donc mère-enfant, la lumière, donc je vous dis à partir d'1 mois de vie, en âge à partir de la naissance, la température extérieure, et pour malheureusement des bébés qui ont besoin d'avoir des médicaments, ils vont perturber les donneurs de temps. Bien sûr que de la caféine qui est mise en place va forcément favoriser l'éveil et en fonction du moment qu'on le donne, on va entraîner une interaction. Par rapport aux éveils dont je vous parlais, qui sont physiologiques, normaux entre chaque cycle de 45 minutes, il faut que l'enfant apprenne à se rendormir sans passer par le mode alimentation ou interaction sociale et qu'il sache qu'on se rendort, entre guillemets, seul entre chaque cycle. Donc, je vous disais, ces processus en fait, de régulation homéostatique et circadien liés à la lumière ne sont pas matures à la naissance d'un enfant standard, pas quand il est né avant terme. Et il faudra donc attendre vraiment, alors je vous disais 1 mois pour que les récepteurs au niveau de la rétine se mettent en place, mais avec la sécrétion de mélatonine plutôt aux alentours de 3 mois. Et le processus de régulation, c'est-à-dire plus je reste éveillée, plus je m'endors, va lui mettre plus de temps à s'installer. Et de ce fait, c'est la régularité, c'est les routines, les synchroniseurs qui vont vraiment donner les marqueurs de temps au bébé lorsqu'il arrive au monde. Alors, je vous disais, l'élément important, c'est d'apprendre à un nouveau-né à s'endormir. On va lui instaurer son rituel qui va garder pour certains jusqu'à la vie, que ce soit par des odeurs, que ce soit par le toucher, que ce soit par la succion qui est réconfortante et rassurante par son effet anxiolisant, par le silence ou le bruit, ou la lumière ou non. Donc, vous allez acquérir également par la position votre rituel d'endormissement que vous allez, pour certains, garder à vie. Pour avoir travaillé avec l'équipe du CNES, sachez que les astronautes, pour certains, ont eu besoin de s'endormir en position fœtale et ont instauré des techniques pour dormir en position fœtale, ne serait-ce que dans l'ISS. Pour ce qui est de la répartition des siestes, je vous disais, le temps de sommeil est variable d'un individu à l'autre à la naissance, 16 à 20 heures par jour, mais c'est une fourchette et il n'y a pas de règle absolue. Et l'élément important, c'est que les siestes, ce sommeil diurne va diminuer progressivement avec l'âge, avec 3 siestes qui seront en fin de matinée, en début d'après-midi et en fin de soirée, qui feront que la sieste de fin d'après-midi disparaîtra entre 9 et 12 mois et qu'il y aura une disparition de la sieste le matin vers 18 mois. Et à l'école primaire, un élément important pour les parents qui vont voir leurs enfants grandir, c'est qu'il n'y a plus de sieste ou que s'il y a une sieste par la suite, c'est donc qu'il y a une dette de sommeil. Voilà pour ces rappels fondamentaux et je passe la main à mes collègues pour faire la suite. Merci. Alors, on va récupérer ici le diaporama. Merci beaucoup. Donc, ceux qui ont des questions là par rapport à ce premier topo, donc n'hésitez pas par chat à poser vos questions. Elles vont être traitées en fin de webinaire. Là, on essaie de récupérer le suivi après ce premier topo, puisqu'on va passer donc sur les particularités du sommeil de la femme enceinte. Bonjour à tous. Alors, attends 2 secondes qu'on ait l'écran ici. On voulait te présenter, Jessica. Voilà. Je vais me présenter alors. Donc, Jessica est sage-femme, elle occupe le rôle de référente en allaitement au sein du réseau Périnatalité Occitanie. Elle pilote le pôle de transfert périnataux et elle est impliquée dans le parcours périnatal, en particulier dans tout ce qui est autour du parcours des 1000 premiers jours. Sensibilisation, information des professionnels, création d'outils de communication et organisation des formations.
Je vous remercie, merci pour cette présentation. Comme le disait Jean-Claude, moi aujourd'hui, je vais vous parler des particularités du sommeil chez la femme enceinte. Voilà, on ne pouvait pas parler du sommeil de l'enfant sans parler aussi du sommeil chez la femme enceinte qui va, on va le voir, en fait, va avoir plein de modifications au cours de la grossesse. Donc, juste rapidement, pour rappeler le cycle du sommeil, qui dure environ, enfin, en moyenne 90 minutes, qui est composé de plusieurs phases, avec phase de sommeil léger, sommeil profond, puis passage en sommeil paradoxal. Un cycle du sommeil dure environ 90 minutes et une nuit comporte 4 à 6 cycles en fonction de la durée du sommeil. Et on remarque sur l'hymnogramme sur la droite que la première moitié du sommeil, elle est plus riche en sommeil lent profond, alors que la seconde moitié, elle est essentiellement constituée par une alternance entre sommeil léger et sommeil paradoxal. Le sommeil pendant la grossesse va être modifié. On observe des modifications de la durée et de la qualité du sommeil. Ces modifications sont dues à des variations hormonales, mais aussi des modifications morphologiques du fait de la grossesse qui prend la place de l'utérus qui grossit, aussi des modifications psychologiques, il peut y avoir certaines angoisses qui apparaissent, mais également aussi du fait du rythme du sommeil du fœtus, dont en fait, l'horloge biologique débute chez le fœtus vers 18 semaines à peu près de grossesse et devient fonctionnel dès 24 semaines. Et c'est là que va se commencer à se mettre en place une organisation circadienne. Euh, les femmes enceintes, une grande majorité de femmes enceintes se plaignent de troubles du sommeil. On remarque que plus de 93% des femmes enceintes se plaignent de troubles du sommeil au troisième trimestre, alors qu'elles seraient 75% en début de grossesse, ce qui est déjà très important. Et finalement, ces modifications, ben, elles vont influencer et perturber toute l'architecture du sommeil. Et donc, la qualité et la durée du sommeil se voient diminuer au cours de la grossesse. On a un sommeil qui est moins profond et qui est beaucoup plus sensible au bruit et à la lumière. Donc, ces troubles peuvent être mineurs, mais cela a aussi peut être des prédispositions à certaines pathologies du sommeil et qui peuvent avoir ces pathologies-là des répercussions sur la santé de la mère et ou du fœtus. Et les facteurs de risque principaux que l'on va retenir, ça va être la prise de poids excessive, un IMC supérieur à 25 ou un statut socio-économique bas. Je rappelle que l'HAS se recommande en fait, de rechercher systématiquement les troubles du sommeil chez la femme enceinte. Donc là, c'est un rapide focus sur les variations hormonales que l'on peut observer pendant la grossesse avec l'augmentation de la progestérone et des oestrogènes tout au long de la grossesse. L'œstrogène va agir directement sur la qualité de sommeil en fait, avec une diminution du sommeil paradoxal. On observe aussi, surtout au troisième trimestre, des oestrogènes qui sont responsables d'une rhinite congestive. Et on connaît aussi l'effet sédatif de la progestérone, notamment en début de grossesse, avec en fait, cette fatigabilité que l'on observe, mais aussi une relaxation des muscles lisses. Ces hormones vont diminuer en postpartum avec un retour à la normale à peu près à 2 mois. Donc, pour reprendre un petit peu l'évolution du sommeil pendant la grossesse, finalement, qu'est-ce qui se passe? Au premier trimestre de grossesse, on va avoir une augmentation de la durée totale du sommeil, mais sous l'effet de la progestérone, apparaît une somnolence diurne avec vraiment ce besoin de faire des siestes. Et donc, même si on a une augmentation de la durée du sommeil, celui-ci est fragmenté. Et aussi, on peut observer plus de réveils nocturnes, notamment avec des nausées, vomissements ou une polachyurie aussi, qui peut être dérangeant et du coup, qui engendre plusieurs réveils. Au deuxième et au troisième trimestre, finalement, on a une diminution de la durée totale du sommeil, une majoration des éveils nocturnes avec l'apparition de cauchemars et ou de rêves désagréables. Et au troisième trimestre, on a en fait une diminution des stades de sommeil profond et de sommeil paradoxal. En postpartum, il y a une normalisation du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal, mais peuvent apparaître des insomnies, de l'hypervigilance ou des éveils multiples. Et on peut observer aussi avec la prolactine une somnolence après l'allaitement, enfin après une mise au sein, aussi dans un allaitement maternel.
Donc maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet concernant les répercussions du sommeil pendant la grossesse. Finalement, elles peuvent être multiples avec des répercussions cognitives, comme l'apparition de troubles de mémoire, mais aussi émotionnelles avec une irritabilité ou comportementale avec des siestes qui peuvent être augmentées ou alors le fait de rester longtemps aussi enfin, au lit parce qu'on est fatigué. Et finalement, il existe des risques de complications pendant la grossesse, notamment avec un risque augmenté d'hypertension artérielle, de prééclampsie, de diabète gestationnel, d'accouchement prématuré ou de rupture de membrane. Mais aussi, il existe un risque de complications en postpartum et notamment, il y a un lien de causalité qui a pu être établi entre insomnie et dépression du postpartum. Donc, l'insomnie auquel il peut y avoir des troubles associés, comme le syndrome d'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, les RGO, surtout nocturnes, et on peut avoir aussi des réveils nocturnes fréquents. Donc ça, ce sont les troubles qui peuvent être associés à l'insomnie. Euh, et donc l'insomnie, c'est quand même le trouble du sommeil le plus fréquent. Ça correspond à des difficultés de sommeil présentes plusieurs fois par semaine. Donc on peut avoir soit des difficultés de sommeil à l'endormissement, ou alors des réveils nocturnes, mais également des réveils trop précoces avec l'impossibilité de se rendormir. Et comme évoqué tout à l'heure, en début de grossesse, c'est associé à des complications de grossesse telles que des risques de diabète gestationnel, d'HTA gravidique, prééclampsie, de travail lent à l'accouchement, de rupture prématurée de membrane ou encore d'accouchement prématuré. Et pendant la grossesse, associé à un risque de dépression de postpartum. Concernant le syndrome d'apnée du sommeil, donc c'est la physiologie en fait, ça va être, il y a plusieurs facteurs, notamment une prise de poids qui peut être excessive, mais aussi la congestion due au fait des oestrogènes, mais aussi une réduction des voies aériennes supérieures. Les ronflements vont être les premiers signes d'alerte finalement sur ce syndrome d'apnée du sommeil. Mais on peut aussi avoir une somnolence dans la journée, des céphalées ou alors un sommeil non récupérateur, avec vraiment cette impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Et donc, ça a des conséquences, et notamment avec des facteurs de risque de prééclampsie, de diabète gestationnel, avec aussi une augmentation de risque de césarienne ou d'accouchement prématuré. Donc, le test diagnostique de référence est la polysomnographie et l'appareillage peut être inclus comme traitement, même s'il y a peu d'études, mais on a quand même pu observer une amélioration du débit cardiaque et donc une baisse de la pression artérielle en cas d'appareillage chez la femme enceinte, notamment un risque de prééclampsie. Le syndrome des jambes sans repos, donc c'est un syndrome qui est très fréquent et qui augmente avec le temps pendant la grossesse, avec cette sensation vraiment désagréable dans les jambes ou au repos, principalement le soir, au moment où on cherche à s'endormir. Et ces symptômes vont cesser le plus souvent complètement à la suite de l'accouchement. C'est associé à une prise de poids importante, mais aussi à une carence en fer ou en folate, donc une anémie, ou à une HTA gravidique. Donc, le diagnostic peut être, enfin, est surtout clinique, mais on a la possibilité de doser la ferritine pour rechercher une carence en fer ou en folate et dans ces cas-là, de pouvoir proposer un traitement médicamenteux si besoin. Finalement, les traitements vont être plutôt des conseils hygiéno-diététiques. Les traitements médicaux habituellement prescrits hors grossesse dans le syndrome des jambes sans repos ne sont pas recommandés pendant la grossesse. Donc, on va privilégier des conseils simples, d'éviter le café, le thé et de privilégier l'exercice physique, surtout en fin de journée. Mais lors des crises, on va pouvoir essayer de trouver des solutions naturelles comme de marcher, de faire des activités, d'essayer de capter l'attention différemment ou encore de pouvoir se faire appliquer des compresses d'eau froide ou chaude, faire des exercices d'étirement. En fait, plutôt que d'instaurer un traitement médicamenteux,
on va essayer de mettre en place des techniques de relaxation, des thérapies, comme les thérapies cognitivo-comportementales de l'insomnie, qui vont être privilégiées dans ces cas-là. Et ça peut être également privilégié quand l'insomnie est associée à un terrain anxieux. Donc, les différentes approches, pardon, excusez-moi. Les différentes approches de prise en charge, ça va être d'avoir une hygiène de vie et une hygiène de sommeil. Comme je précisais tout à l'heure, le fait de pouvoir dormir dans l'obscurité, d'instaurer des rythmes de sommeil, de favoriser une routine, limiter la consommation de caféine, éviter les écrans avant de coucher et de créer vraiment un environnement propice au sommeil. Mais aussi, ça va être s'adapter, avoir des adaptations physiologiques. Diapo d'avant, pardon. Donc, je suis toujours sur la même diapo. Donc, d'encourager l'usage de coussins adaptés pour soulager des douleurs lombaires ou abdominales. Et puis de recommander des positions de sommeil qui, par exemple, vont minimiser la compression des vaisseaux, comme la position latérale gauche. Et puis, on va pouvoir proposer aussi des interventions thérapeutiques. J'en parlais tout à l'heure comme les thérapies cognitivo-comportementales. Et il y a aussi toute son importance dans le suivi et dans l'accompagnement pluridisciplinaire. C'est essentiel de travailler en étroite collaboration avec des sages-femmes, des obstétriciens, des psychologues et le cas échéant, des spécialistes du sommeil. Et le rôle de la sage-femme, finalement, est important et central dans la détection précoce de ces troubles et dans l'accompagnement vers des solutions qui vont être adaptées, tout en rassurant la patiente sur la normalité quand même de certains inconforts liés aux troubles du sommeil. Voilà. Donc pour résumer, donc on a des modifications physiologiques lors de la grossesse et qui engendrent en fait des modifications de l'architecture du sommeil. On peut avoir des troubles qui apparaissent ou alors une aggravation. Et le dépistage et le diagnostic a toute son importance quand on sait les conséquences que ça peut avoir sur le déroulement de la grossesse sur la mère et sur le nouveau-né à naître. Et donc, il est essentiel dans la prise en charge de mettre en place des règles hygiéno-diététiques, une surveillance, de mettre en place un traitement si un inconfort est majeur. La place de la psychothérapie de soutien ou des thérapies cognitivo-comportementales, ça a toute sa place dans la prise en charge de ces troubles du sommeil. Juste pour terminer rapidement, je vous propose une boîte à outils avec des outils que vous pouvez trouver dépliant sur le sommeil lorsque l'on est enceinte ou sur les troubles du sommeil et la grossesse. On pourra vous donner les liens ultérieurement si vous le souhaitez. Et vous pouvez également vous rendre sur le réseau Morphée, où il y a un questionnaire de sommeil qui peut être rempli pour savoir où se situe la patiente en fait sur quels sont les troubles du sommeil qui apparaissent ou qui évoluent pendant la grossesse. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole à mes collègues. Oui, un petit mot avant de passer la parole à Léa Delhomme. Il y a certains d'entre vous qui veulent communiquer. L'idéal, c'est de passer par le chat et on envisagera toute la réponse aux questions à la fin du webinaire, comme ça a été dit tout au début. Donc, Léa Delhomme est pédiatre au CHU de Besançon et elle a produit, on va dire ça comme ça, quelques schémas, quelques films sur les réseaux sociaux concernant le sommeil du bébé. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter un topo sur le sommeil du nouveau-né plus particulièrement. C'était le sujet d'aujourd'hui. Je travaille effectivement au CHU de Besançon. Donc, on va commencer par quelques généralités sur le sommeil et une définition du Larousse, où le sommeil est défini comme l'état physiologique périodique de l'organisme, notamment du système nerveux, pendant lequel la vigilance est suspendue et la réactivité aux stimulations amoindrie. On distingue une phase de sommeil lent, profond et réparateur, et une phase de sommeil paradoxal caractérisée par le rêve.
Le sommeil, c'est aussi une question de rythme qui ont déjà été un petit peu décrits par le docteur Debs précédemment. Il s'agit d'un rythme circadien avec une alternance veille-sommeil organisée sur environ 24 heures, régulée par des donneurs de temps que peuvent être la lumière, l'obscurité et ceux donnés par le docteur Debs également dans son topo précédent, et des donneurs de temps internes comme l'horloge interne, les hormones, la température corporelle. Pour exemple, on a effectivement l'exemple de la grotte qui est assez fréquemment répandue dans la littérature, avec des chercheurs qui se sont enfermés pendant plusieurs jours dans une grotte, et l'absence de lumière et de donneurs de temps extérieurs ont fait que le rythme circadien avait augmenté à environ 28 heures. Il y a également le rythme ultradien qui est plus rapide que le rythme circadien et le rythme infradien. Ce sont des rythmes qui se répètent plusieurs fois par jour au cours des phases de veille et de sommeil. Il s'agit des cycles du sommeil et qui rythment nos fonctions biologiques. Enfin, il existe le rythme infradien qui est, lui, plus lent que les rythmes circadiens et ultradiens. Il peut être mensuel, saisonnier ou annuel et parfois même on peut même décrire lunaire avec des sources de croyances ancestrales comme les accouchements qui sont plus nombreux en cas de pleine lune ou l'existence des loups-garous en cas de pleine lune également. Il peut exister également une horloge interne circalunaire. Il s'agit également d'une question de stade dont on a également parlé un petit peu tout à l'heure. Le stade REM et le stade NREM. Le stade REM, c'est Rapid Eye Movement pour le sommeil paradoxal, où il y a des mouvements oculaires rapides, un visage expressif et des muscles paralysés. C'est le temps du rêve. Il concerne à peu près 20 à 25% du temps de sommeil total. Et l'éveil matinal se fait en sommeil paradoxal, pardon, et c'est pour cela qu'on ne se souvient pas de nos rêves et que les rêves peuvent être fugaces. Plus on dort, plus on rêve. Enfin, il y a le non-rapid eye movement, c'est le sommeil lent qui concerne 80% du temps de sommeil total. Il est défini par 4 stades. Le stade 1 qui est le stade de l'endormissement, ce qui est important à comprendre que l'endormissement fait vraiment partie du sommeil. Le stade 2, le sommeil lent léger qui concerne 50% du temps de sommeil total. Et les stades 3 et 4 qui sont les sommeils lents profonds, qui est le sommeil lent profond, pardon, où le tonus musculaire est conservé. L'exemple, c'est le nouveau-né qui dort à point fermé et la durée est indépendante du temps de sommeil total. Ensuite, il y a les processus qui régulent le sommeil dont on a également aussi un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a le processus S qui est la régulation homéostatique qui est dépendante du sommeil. Il s'agit de la propension à s'endormir qui augmente en fonction de la privation de sommeil et qui joue sur la latence d'endormissement. Et enfin, le processus C, c'est la régulation qui est plutôt circadienne, qui est indépendante du sommeil, avec une propension de sommeil maximale entre 1 et 5 heures du sommeil et 14 heures et 16 heures en milieu d'après-midi. Ce processus S est localisé au niveau cérébral, au niveau des noyaux suprachiasmatiques. Pardon. On a également déjà vu cet hypnogramme qui définit l'enchaînement de cycles du sommeil, et ici chez l'adulte, et c'est composé par l'alternance de stades du sommeil. L'adulte enchaîne alors entre 4 et 5 cycles de 80 à 110 minutes. Nous allons maintenant voir, après ces quelques généralités, quelles sont les particularités du sommeil du nouveau-né. Et rappelons que le sommeil est un enjeu majeur chez le jeune enfant car il participe à son bon développement. Pour comprendre le sommeil de l'enfant et du nouveau-né en particulier, il faut comprendre que celui-ci s'organise en cycles. Le premier stade est l'endormissement et ensuite les cycles varient en fonction de l'âge de l'enfant. Entre la naissance et 2 mois, il existe 2 phases dans le cycle. La première est le sommeil agité où le sommeil est fragile et le nouveau-né peut se réveiller facilement. Les muscles sont relâchés et de nombreux mouvements peuvent apparaître, des étirements, des sursauts, les globes oculaires peuvent être semi-ouvert, le faciès montre de nombreuses expressions et la respiration peut être rapide. Ensuite, le nouveau-né passe un sommeil calme où il dort littéralement à point fermé. Il est immobile, mais les muscles sont toniques et la respiration est lente et régulière. Chacun des cycles alternant sommeil agité et sommeil lent dure environ 50 minutes et se répète 8 à 10 fois par 24 heures puisque le rythme de bébé est encore ultradien. Le nouveau-né peut se réveiller entre 8 à 10 fois par nuit et chaque éveil peut durer entre 1 à 10 minutes. Et ceci se passe... Non, il faut rester sur la diapo d'avant. Oui, merci. Ceci se passe à chaque changement de cycle et ces éveils sont normaux
et sont dits physiologiques. Le bébé est alors en train de dormir, il ne faut donc pas le prendre dans les bras à ce moment-là, sous peine de le réveiller. Ces éveils physiologiques dont nous parlerons plus tard sont indispensables à connaître, puisqu'ils sont les garants des compétences d'auto-apaisement du nouveau-né qui sont une qualité essentielle au sommeil ultérieur. Entre 2 et 9 mois, il existe 3 étapes avec la consolidation du sommeil nocturne. Il existe l'endormissement, puis le sommeil paradoxal et enfin le sommeil lent. Concernant le sommeil paradoxal, le bébé dort profondément, mais il peut montrer des signes d'éveil comme des mouvements rapides des yeux ou l'activité électrique est intense. Il s'agit du sommeil des rêves et ensuite vient le sommeil lent et le sommeil lent profond où l'activité électrique du cerveau est plus ralentie. Ce sommeil intervient surtout en début de nuit et le réveil peut être difficile à ce moment-là. La durée du cycle est d'environ 70 minutes avec quelques éveils physiologiques. Ensuite, entre 9 mois et 3 ans, il existe 3 étapes. Le rythme est alors circadien. Il s'agit de l'endormissement, du sommeil lent léger, où l'enfant peut se réveiller au moindre bruit, et ensuite le sommeil lent et le sommeil lent profond. La durée du cycle est d'environ 70 minutes et les éveils sont physiologiques. Les éveils physiologiques sont environ de 4 à 5 par nuit et ils persistent jusqu'à l'âge de 2 ans, où ensuite ils diminuent. L'acquisition du sommeil est donc progressive. Il s'agit d'un réel apprentissage et le parent est indispensable à la construction de ce savoir. Ensuite, sur cette diapositive, c'était simplement pour vous montrer l'acquisition du rythme veille-sommeil et puis les donneurs de temps. Et enfin, que le nombre de siestes évolue également en fonction du temps. Elles sont au nombre de 3 à la naissance jusqu'à 6 mois, puis de 2 de 6 à 18 mois. Et enfin, les enfants dorment habituellement une seule fois jusqu'à l'âge de 4 ans. Sur la diapo suivante, vous pouvez voir un résumé des grandes étapes du sommeil, qui est une affiche qu'on a réalisée en collaboration avec la cellule de communication du CHU de Besançon et qui est affichée dans le service de la maternité et qui est en libre accès et de visualisation par les parents du service de la maternité. Revenons maintenant sur les éveils physiologiques que je souhaitais expliquer un petit peu plus de manière précise. Les éveils physiologiques interviennent à chaque changement de cycle. Ils sont présents 8 fois environ à l'âge de 3 mois et peuvent être présents encore 4 à 5 fois à l'âge de 18 mois. Ils sont physiologiques et nécessitent vraiment l'apprentissage et des explications aux parents pour qu'ils ne soient pas source de comportements parentaux inadaptés et que ça ne conduise pas vers une insomnie comportementale ultérieurement. Ensuite, faire ses nuits. Il s'agit donc de la consolidation du sommeil nocturne entre 3 et 6 mois. La définition de faire ses nuits n'est pas celle qu'on attendrait, mais plutôt faire ses nuits ne signifie pas dormir sans se réveiller, mais dormir toute la nuit sans réveiller ses parents. Les définitions reprises dans la littérature sont la plus longue période de sommeil sans éveil, et c'est ce qu'a dit Rachel Debs dans le diapo précédent, c'est-à-dire qu'il peut s'agir de 3,5 heures à 1 mois, 5 heures à 2 mois et 6 heures à 12 mois. C'est donc important de lutter contre les représentations que les parents peuvent avoir sur la quantité de sommeil attendue tôt dans la vie de ces nouveau-nés. La plus longue de période de sommeil avec auto-apaisement et dormir au cours d'une période prédéterminée de minuit à 5 heures, 6 nuits sur 7 pendant 4 semaines. Ensuite, je voulais revenir sur l'auto-apaisement qui est absolument nécessaire pour les réendormissements des enfants. Les capacités d'auto-apaisement à l'âge de 12 mois sont protectrices et il y a moins de troubles du sommeil à 24 mois quand les enfants sont capables de se réendormir seuls dans la petite enfance. Et on sait que seulement la moitié des nourrissons s'auto-apaisent. L'auto-apaisement permet d'être obtenu lorsqu'on peut encourager les endormissements autonomes, c'est-à-dire de coucher un enfant non endormi dans son berceau et ne pas porter un enfant qui est en éveil physiologique. On connaît également dans la littérature quelques facteurs qui peuvent influencer le sommeil. Il y a l'ambiance périnatale avec les troubles de sommeil de la femme enceinte dont on vient de parler, un haut niveau d'angoisse parentale, des intoxications périnatales, la césarienne, la primiparité, la naissance par siège et la gémellarité. Donc, c'est des facteurs qui influencent le sommeil qui peuvent être déjà un petit peu travaillés au cours du séjour à la maternité. La prématurité, l'anoxie périnatale peuvent être concernant le nouveau-né des facteurs influençant le sommeil. Le sexe masculin, on retrouve quelques études qui peuvent transmettre l'idée que les enfants de sexe masculin dorment un peu moins bien que les petites filles.
Et enfin, le milieu familial, et on retrouve dans la littérature peu d'influence du contexte socio-économique, pas d'influence de la place dans la fratrie, et que la dépression du postpartum peut être un facteur influençant le sommeil, mais nous, on y voit plutôt un lien bidirectionnel, puisque on l'a vu également dans le topo précédent, que les troubles du sommeil du nouveau-né, enfin en tout cas les difficultés de sommeil du nouveau-né peuvent entraîner des dépressions du postpartum, et l'inverse est également vrai. Enfin, concernant le conditionnement à l'endormissement, on sait que toutes les routines qui endorment ou apaisent le nouveau-né en dehors de son propre lit peuvent donner des manifestations des éveils nocturnes. Et il est important de comprendre que les conditions de réendormissement au moment des éveils physiologiques sont les conditions d'endormissement. On a l'habitude de donner comme exemple qu'un enfant qui est endormi dans son lit avec un biberon aura besoin au cours des éveils physiologiques de reproduire cette condition d'endormissement pour pouvoir se réendormir. C'est pour ça que le conditionnement négatif dans la littérature augmente la latence d'endormissement, la réduction du temps, réduit le temps de sommeil nocturne, ainsi que le temps de sommeil total et augmente les éveils nocturnes et empêche l'enfant de s'auto-apaiser au cours de la nuit et de ne pas manifester ses éveils. Enfin, j'avais à cœur de préciser quand même qu'il y a des limites à ce raisonnement, puisque ça prend en compte vraiment les familles plutôt occidentales, alors que dans les familles de culture extra-occidentale, pardon, il y a plutôt un maternage de type proximal, où on ne laisse pas un bébé seul face à sa solitude, pardon, sous risque de mort psychique, et que le co-sleeping a un réel sens culturel. Alors que dans les familles où il y a plutôt un maternage distal, le rituel de coucher allant jusqu'à l'endormissement est plutôt pourvoyeur de troubles du sommeil et le co-sleeping a une absence de sens culturel et on sait qu'il peut être plutôt dangereux pour le nouveau-né. Et enfin, les messages importants, c'était que la maturation cérébrale est physiologique et qu'il ne faut pas voir que du champ de la pathologie dans les difficultés de sommeil de l'enfant, qu'il faut trouver un juste milieu dans l'expression de tout cela, qu'il s'agit d'un réel apprentissage avec une éducation parentale aux signes du sommeil et à l'évolution des cycles et des stades du sommeil. Quand il y a des troubles du sommeil connus chez les enfants, la prise en charge peut être comportementale, elle peut améliorer le sommeil dans 80% des cas. Et il ne faut pas banaliser les difficultés des familles avec le sommeil des enfants, être bien à l'écoute et apporter beaucoup de réassurance, ce qui permet de déjà faire avancer beaucoup les choses. Et je trouvais très intéressante cette phrase de Christian Palix qui dit: si l'on sait que bébé respectera comme il sera respecté, aimera quand il se sentira comme il se sentira aimé, nous sommes aussi convaincus qu'il dormira et construira sa personnalité cognitive, émotionnelle et sentimentale en fonction du respect de son sommeil que nous lui devons. Nous allons poursuivre avec l'intervention, merci Léa, avec l'intervention de Madame Bousquet, qui représente l'association Jumeaux et Plus 31. Donc, dont vous voyez les messages, c'est-à-dire soutien moral et psychologique, conseils pratiques, aide matérielle et financière, réseau et entraide, action auprès des pouvoirs publics, ainsi que des événements et rencontres. Et vous pouvez trouver sur leur site jumeaux-et-plus.fr les liens possibles. L'idée là, c'était de se dire que c'était très difficile quand on prenait en charge un enfant d'avoir ces difficultés de sommeil. Et quand on en a deux, quand on en a trois, ces difficultés ne s'additionnent pas, mais se multiplient. Bonjour, donc je suis Florence Bousquet, je suis secrétaire de l'association Jumeaux Plus 31 depuis 20 ans à peu près. Donc mon association, elle va aider les familles de multiples sur deux champs d'action qui sont l'entraide matérielle et l'entraide morale, mais c'est aussi surtout l'occasion d'être en lien avec les familles, que les familles puissent être en lien les unes avec les autres. C'est d'autant plus important qu'on on se rend compte que, notamment depuis le Covid, il y a un repli sur soi des familles. Il y a une vraie crainte à faire rentrer l'étranger chez soi, notamment les aides à domicile. On se rend compte aussi qu'il y a une crainte de la PMI et il y a aussi une très mauvaise connaissance de ce que fait la PMI, ce que la PMI peut apporter aux familles. Alors, pour réaliser cette présentation, nous avons effectué avec Virginie, une maman de l'association, un questionnaire qu'on a envoyé à nos familles adhérentes. Il a été envoyé au mois de février 2025, ce questionnaire. Donc, c'est le moment de l'année où on n'a pas beaucoup d'adhérents puisque notre fonctionnement fait que les adhérents commencent en janvier et on a des adhésions jusqu'au mois de décembre. Donc, on en a moins en ce moment.
Donc, on a réalisé 15 questions pour évaluer la composition de la famille, le degré de prématurité des multiples, la durée du séjour à l'hôpital de la maman et des bébés, le type de suivi réalisé après la sortie, les problèmes de sommeil et le type de suivi, les conséquences éventuelles des troubles de sommeil pour les familles. Donc, sur les familles qu'on a sollicitées, 13 familles nous ont fait un retour au questionnaire. Dans la composition des familles répondantes, donc ce sont des familles traditionnelles, c'est-à-dire des couples. On a été surpris parce qu'on a quand même un nombre important de familles monoparentales et qui va croissant d'année en année, qui est d'environ de 10%. On s'en rend compte également lorsqu'on fait les visites à l'hôpital, puisque nous intervenons sur l'hôpital Paul de Vivier à la maternité depuis de nombreuses années également, et on fait des rendez-vous au local de l'association. En l'occurrence, c'est moi qui reçois les futures familles, et très souvent elles sont envoyées par les assistantes sociales. Donc on se rend compte qu'il y a une précarité grandissante qui n'est pas que financière, elle est aussi sociale, elle est aussi peut-être intellectuelle. Il y a une vraie difficulté à aller chercher de l'aide, d'avoir le ressort d'aller chercher de l'aide. En grande majorité, dont 10 familles sur les 13, ont les jumeaux qui sont nés en première position. 2 familles avaient déjà un enfant entre 3 et 5 ans et, à la naissance des jumeaux, et une famille avait déjà des jumeaux, donc pour eux, c'était la deuxième paire de jumeaux. Alors, les termes de naissance des multiples. Donc, sur les familles qui nous ont répondu, 2 familles avaient les enfants nés entre 28 et 32 semaines d'aménorrhée, dont 1 à 2 semaines en réanimation, puis en néonatologie, c'est le séjour des enfants. Et ces familles-là n'ont pas rencontré de problème de sommeil. Et en fait, quand on décrypte leur questionnaire, il y a eu un accompagnement plus des professionnels qui a fait une réelle différence à la sortie. 7 familles ont les enfants qui sont nés entre 32 et 35 semaines. Donc, 3 enfants ont été en réanimation, dont une paire de jumeaux. Et pour toutes les autres familles, ça a été un séjour en néonatologie entre 1 et 4 semaines. Donc, sur ce panel-là, pas de problème de sommeil pour 3 paires de jumeaux. 2 ont été réglés avant 3 mois de vie et une paire avant 6 mois de vie. Par contre, une famille a rencontré de gros problèmes de sommeil pour une paire de jumeaux au-delà des 3 ans, avec des répercussions très négatives sur la famille. Et dans les questionnaires de réponse, 4 familles avaient des enfants nés dans des termes de 35 à 37 semaines d'aménorrhée. Il n'y a pas eu de réanimation. Par contre, il y a eu un séjour en néonatologie de 1 semaine pour une paire de jumeaux et de 2 semaines pour un jumeau d'une autre paire. Donc, il n'y a pas eu de problème de sommeil pour 2 paires de jumeaux. Une a été réglée avant 3 mois. Et pour une paire, donc c'est un problème, des problèmes de sommeil au-delà des 3 ans avec un burn-out parental. Et donc, ça a des répercussions sur la famille, le couple et la mère. On avait posé aussi dans le questionnaire des questions sachant comment les familles avaient été accompagnées au-delà de la naissance et du séjour en maternité. Dans le suivi médical, dans les naissances entre 28 et 35 semaines, une seule famille n'a pas eu de suivi spécifique à la maternité. Il y avait un suivi avec un pédiatre. 5 familles ont bénéficié de la HAD, 3 ont bénéficié d'une aide PMI et 2 familles ont bénéficié du parcours COCO. Les naissances entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée, donc il n'y a eu aucun suivi médical autre que le pédiatre et 2 familles ont eu recours à un ostéopathe. Pour ce qui est du suivi social, donc il y a eu intervention de TSF et ou d'AVS pour le ménage, soutien de la famille et une famille n'a eu aucun suivi. C'est des enfants qui sont entre 35 et 37 semaines d'aménorrhée. Il n'y a eu aucun problème médical de la mère ou des bébés à la naissance. Cette famille avait déjà un enfant. C'est une famille qui, à ce jour, se trouve en très grande difficulté. Pour ce qui est de l'aide à domicile, ce qu'on observe ces dernières années, et c'est croissant, le reste à charge des familles pour ces interventions est quand même assez conséquent pour ce peu qu'on ait des revenus médians. Donc, ça fait qu'au final, les familles sont moins bien accompagnées
que ce qu'elle pouvait l'être il y a quelques années. Les conséquences des troubles du sommeil. Donc là, ce qui est à l'écran, ce sont les témoignages bruts des parents. Donc, sur 6 couples, il y a eu des crises d'énervement, des disputes plus liées à la fatigue. On a eu le témoignage d'une maman qui dort avec les bébés sur le canapé, d'une autre famille que maman ne dort plus dans le lit conjugal. Les retentissements sur la mère, donc 5 mères, le burn-out parental, dépression, isolement, fatigue depuis la naissance des jumelles. La maman dit, j'ai beaucoup bercé jusqu'aux 4-5 ans, ce qui a entraîné beaucoup de fatigue personnelle, mais je n'avais pas le choix de bercer afin que les bébés dorment. Je ne pouvais pas les laisser pleurer. On sent un petit peu la culpabilité de la maman. Et également sur les familles, dont plus aucun plaisir à se le vivre ensemble en fin de journée et en famille. Et pour notre couple, ces problèmes d'endormissement ont détruit notre couple et font de notre famille une famille dysfonctionnelle. En conclusion, donc il n'y a pas de lien clair par rapport aux réponses qu'on a eues sur le questionnaire entre le degré de prématurité et les problèmes de sommeil. Cependant, le sommeil, c'est un problème majeur rencontré par les familles de multiples. C'est une question qui est récurrente pendant la grossesse. Lorsque je reçois les mamans pendant la grossesse ou les couples pendant la grossesse, il y a une crainte sur comment on va gérer la fatigue après, le manque de sommeil des parents et si les enfants vont dormir tous les deux en même temps. Il y a beaucoup de questions sur le couchage des bébés. Est-ce qu'on fait du cododo? Est-ce qu'on les met dans le même lit, pas dans le même lit? Dans la même chambre, pas dans la même chambre? Donc, c'est quand même déjà vraiment quelque chose qui est anxiogène dès l'annonce de la grossesse et pendant la grossesse. Donc, on constate quand même au sein de l'association que c'est un problème majeur. Les mamans, elles bénéficient de 22 semaines de congé post-natal et les papas ont un congé de 32 jours depuis 2021. Les mamans, de ce fait, elles sont aux premières loges. Et donc, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une fatigue qui est due au rythme de maternage, puisque les premiers mois, on va materner entre 10 et 12 heures par 24 heures les bébés. C'est du sommeil haché, c'est-à-dire qu'au mieux, si on n'est pas bien organisé, on va dormir 2 heures consécutives et ça va durer quand même quelques mois. Donc, l'organisation, elle est importante. L'étayage, il est important. Derrière cette fatigue physique, il y a aussi une fatigue émotionnelle. Euh, c'est pas rien de devenir parent de jumeaux ou parent de triplés. C'est quand même bouleversant pour un certain nombre de mamans. Et donc, quand il faut se réveiller plusieurs fois par nuit, avec le temps, les semaines passent, les mois passent, et ça peut être très compliqué comme vous l'avez vu sur les témoignages précédents. Ça dure sur quelques années. Donc, il est important de voir ce problème reconnu. Le retour à la maison des familles, il est anxiogène. Les parents, ils sont très bien accompagnés dans les services à l'hôpital. Et en fait, presque, s'ils pouvaient certains amener la péricultrice qui s'est occupée d'eux à la maternité à la maison, ce serait très rassurant. Donc là, je pense que les professionnels, ils ont vraiment un pouvoir de réassurance sur les familles. Vous remarquerez qu'on n'a pas eu de témoignage de familles de triplés, alors que nous en avons à l'association également. Donc, améliorer les supports, la communication à destination des familles, ça nous semble essentiel et on fait le relais entre les informations qu'on a du corps médical auprès de nos familles via nos newsletters, via notre site associatif et surtout lorsque on reçoit les parents en rendez-vous physique. C'est très important d'échanger avec eux, de les rassurer, de leur faire voir qu'il y a un quotidien possible avec les jumeaux, que c'est une question d'organisation pour l'allaitement, pour les rythmes, pour éviter toutes les fatigues inutiles et qu'il y a des aides et qu'il faut s'en saisir. Et donc, on fait aussi de l'information sur les aides auxquelles nos familles ont droit. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, Florence, de la qualité de ce témoignage et de rappeler l'importance de poser la question en sortant de maternité, en consultation pédiatrique pour nous, et de ne pas y échapper et de pouvoir y répondre au mieux en s'appuyant sur des groupes de parents ou en s'appuyant sur des professionnels. Oui, un grand merci pour ce retour des parents et un grand bravo pour cette association. Alors après ces topos
Sur les problématiques somatiques finalement du sommeil, on va maintenant glisser par rapport à cette approche globale sur l'aspect évidemment plus psycho-affectif. Et pour cela, c'est Olivia Troupel qui nous a fait la gentillesse de participer à ce débat, qui est maître de conférence en psychologie de l'enfant et de sa famille au sein du département de psychologie du développement à l'Université Toulouse Jean Jaurès, affilié donc au laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société, Territoire. Donc, on a beaucoup apprécié son enthousiasme lorsqu'on a préparé ce webinaire. Ses recherches portent sur la sécurité affective de l'enfant dans divers milieux de vie, les inégalités sociales de santé, les relations gémellaires et les pratiques éducatives parentales, ainsi que sur le développement des enfants issus de milieux socio-économiques précaires. Voilà pour présenter Olivia. Un grand merci d'être là et je vous passe la parole. Merci beaucoup pour tous ces éléments. Bon, j'espère que je ne vais pas trop répéter, mais en fait, c'est le jeu quand on passe vers la fin, c'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de toutes les présentations en amont. Donc allons-y, parce que c'est pas moi qui appuie. Voilà. Alors, je me suis dit, ça peut être bien aussi de faire un petit rappel au niveau de l'attachement. Voilà, parce que je les présente depuis quelques années, en fait, au DU, mais pas depuis le début. Moi, je suis pas là depuis le tout début. Donc, rappeler, en fait, que cet attachement, c'est un besoin vraiment primaire, qui est aussi important que celui de se nourrir. Et donc, ça, c'est quand Bowlby nous a indiqué cette hypothèse très importante, voilà, ça a permis de faire avancer les choses. Qu'est-ce que c'est que l'attachement en fait? C'est que l'enfant qui va arriver au monde, il va avoir des besoins. Et ces besoins, il va devoir en fait les exprimer à partir de comportements qu'il aura, comme le pleur, comme le sourire, comme ces petits comportements qu'il a à la base. Et ces besoins, normalement, il va les adresser à un caregiver, à un donneur de soins, qui va ou non faire une réponse et il va faire au mieux pour y répondre. Et des fois, il ne va pas du tout y répondre. Et en fonction de ces réponses, l'enfant va petit à petit en fait les mémoriser et il va construire en fait des modèles, ce qu'on appelle les modèles internes-opérants de lui-même, mais aussi des autres et donc des réactions des autres. Et ça, en fait, ces modèles vont être très très importants pour toute la suite de sa vie, puisque je rappelle que l'attachement, c'est pas que au niveau du bébé. L'attachement, c'est vraiment un concept qui dure toute la vie. Et d'ailleurs, Bowlby et Pierre Imbert nous disaient bien que l'attachement, c'est de la naissance donc du berceau jusqu'au tombeau. Donc, et même, il y en a qui disent que ça commence même in utero. Donc, c'est très, très important. À savoir que ce système d'attachement est un système, en fait, qui est qu'on appelle motivationnel, avec deux pôles qui ont vraiment la même importance et qui fonctionnent en équilibre. C'est-à-dire qu'on a un pôle de sécurité et un pôle d'exploration. C'est-à-dire que pour pouvoir aller vers les autres, pour pouvoir aller découvrir le monde, être autonome, il faut être d'abord en sécurité. Et ça, c'est important parce que si on n'est pas en sécurité, eh bien, on ne pourra pas aller explorer. Alors, ce terme de sécurité, le terme sécure en anglais, est souvent défini par beaucoup ou traduit par beaucoup par le terme de sécurité. Moi, je préfère dire sérénité, c'est-à-dire se sentir serein par rapport à soi-même, mais aussi par rapport aux autres. Et c'est pour moi un petit peu différent. À savoir que ce lien, en fait, d'attachement va mettre du temps à se construire puisqu'il va être opérant à partir de 9 mois. Au début, en fait, on parle de bonding aussi, mais voilà, ça met du temps pour engrammer tout ça, pour mémoriser, en fait, qui est sa figure d'attachement, comment ça va se passer. Par exemple, si je vais au lit, avec les routines, avec tout ça, ça met du temps à pouvoir s'enregistrer au niveau du cerveau, mais ça va durer, en fait, et perdurer tout le long de la vie, sauf si on a des événements de vie complexes qui vont pouvoir, en fait, impacter ce style d'attachement. Si par exemple on a des décès, ça peut impacter en fait le style d'attachement. Même si les recherches nous montrent que si on est sécure au début de sa vie, en règle générale, on le reste. Voilà. Donc, ce style d'attachement, ça va nous servir à quoi? En fait, en fonction du style d'attachement qu'on peut avoir, si on est sécure ou insécure, en fait, ça va influencer notre manière de réguler nos émotions, mais aussi de répondre sous stress à des informations. Ça va aussi influencer la flexibilité de nos réponses. Plus on est sécure, plus on va pouvoir s'adapter, avoir une flexibilité, pardon, de nos réponses. Plus on est sécure, plus ça va être facile pour nous de répondre au stress. À savoir que le style d'attachement va influencer le développement cognitif, va influencer en fait plein de domaines, même la réponse aux pleurs, même le fait de, par exemple, on sait que les personnes qui sont insécures ont plus de mal à régler en fait tout ce qui est au niveau de la colère, tout ce qui est en termes de normes et compagnie et de lois. Donc,
la question qu'on peut se poser et qu'on m'a posée aussi, c'est au niveau du sommeil, quel est le rôle en fait de l'attachement? Merci. Donc, au niveau du sommeil, je ne vais pas reprendre en fait ce que c'est que le sommeil. Vous avez compris en fait comment ça fonctionne, enfin j'espère. Mais en tout cas, ça a été super bien décrit avant. Donc, je ne vais pas revenir vraiment sur comment ça fonctionne. Mais en tout état de cause, le sommeil, c'est un état durant lequel la conscience est suspendue et ça occupe beaucoup de temps. Un tiers de notre vie d'adulte et encore plus en fait quand on est enfant. Ça a une fonction vraiment essentielle, ça a été dit tout à l'heure, pour la bonne santé mais aussi pour un développement harmonieux de l'enfant, mais aussi de l'adulte. On l'a dit tout à l'heure, chez l'enfant, le sommeil va évoluer très vite en fonction de son développement et cela va entraîner en fait d'importants changements dans la prise en compte de ses besoins et aussi dans les habitudes de vie. Ça veut dire qu'aussi du coup le parent va devoir s'adapter aux évolutions en fait et aux besoins de l'enfant. On l'a vu tout à l'heure aussi que ces besoins de sommeil sont influencés par la génétique, comme ça a été dit tout à l'heure, je crois par le docteur Debs, avec aussi des gènes de petits dormeurs, de gros dormeurs. Donc voilà, ça on le sait jamais on le sait jamais en avance. À savoir aussi que c'est une affaire aussi le sommeil, c'est une affaire personnelle parce on s'endort pas tous de la même manière. Il y en a qui vont s'endormir en position fétale, il y en a qui vont s'endormir sur la droite en chien de fusil, il y en a d'autres sur la gauche. Il y en a qui ont besoin d'une couverture lourde pour pouvoir dormir, il y en a qui ont besoin de rien. Voilà, donc c'est une affaire personnelle, mais aussi on l'a dit tout à l'heure, c'est une affaire culturelle. Je crois que c'est Léa Delhomme qui en a parlé parce que en fonction de sa culture, ben, soit on va s'endormir tous ensemble, soit de façon séparée, soit pour certaines cultures, le sommeil et le fait de aller faire dodo, c'est en lien avec la mort. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très très négatif. Ça peut faire peur aussi le sommeil. On l'a dit et il faut le redire, c'est-à-dire que l'endormissement autonome de l'enfant s'apprend progressivement et c'est aux parents d'apprendre à l'enfant à s'endormir et à pouvoir se réassurer. Donc ça prend du temps et ça c'est quelque chose aussi d'important. Peu à peu, en fait, il va y avoir l'alternance jour-nuit qui va s'installer et va ponctuer en fait le sommeil de nuit et les siestes, avec des différenciations qui vont se passer en fait pendant la journée et durant la nuit. Mais donc, on verra que pourquoi le sommeil fait peur. Je ferai le lien tout à l'heure avec l'attachement. On va reparler de ça. Merci. Donc en fait, pourquoi? C'est pas dire... En fait, il y a des moments forts dans ce cycle. Et d'ailleurs, quand on parle de sommeil, il faut voir la partie veille et la partie sommeil. C'est vraiment deux éléments qu'on peut pas séparer et qui sont en lien avec l'attachement parce que, en fait, donc là, j'ai essayé de séparer deux côtés parce que pour que ça fonctionne bien, il faut une disponibilité parentale, mais aussi il faut être conscient qu'il faut apaiser les tensions pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée qui vont faire où l'enfant va recharger ses batteries en sécurité pour pouvoir affronter en fait les parties qui activent vraiment son système d'attachement. Par exemple, les rythmes qu'on va mettre dans la journée, voilà, ça va permettre de renforcer ce lien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui peuvent avoir des journées très très riches où l'enfant va être déposé à la crèche, on va le récupérer le soir, on n'a pas beaucoup de temps pour passer ensemble. À savoir que ce temps passé ensemble va amener de la sécurité à l'enfant, va l'apaiser, va le réconforter et va lui permettre en fait de pouvoir aller mieux et donc du coup d'aller pouvoir explorer, on pourrait dire explorer le monde de la nuit parce que tomber dans le sommeil, c'est aussi lâcher prise. Voilà. Et ça, c'est important, c'est pouvoir aussi se séparer de son parent. Et donc ça active énormément ce système d'attachement. Et c'est pour ça que nous avons des moments dans la journée qui nous permettent de se recharger en sécurité. Les moments de calme, quand on est un petit peu plus grand, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément la sieste, mais on peut avoir des moments de calme qui nous permettent de nous poser, qu'on soit moins fatigué. Parce que la fatigue, c'est quelque chose qui va activer ce système d'attachement et donc bloquer l'exploration. Les routines, elles sont essentielles. Elles vont rassurer bébé, elles vont permettre à partir plus rapidement et de manière surtout beaucoup plus sereine vers le monde de la nuit ou vers le monde du sommeil, de la sieste. Ces rituels sont essentiels à tous les âges et il faut les faire se perdurer. C'est pareil, le réveil du matin, il peut être... Alors, il y en a qui vont se réveiller très, très facilement, d'autres qui vont avoir du mal à se réveiller. Voilà, il faut, pendant ces moments du matin aussi, on va pouvoir recharger ses batteries, se revoir, partager des bons moments ensemble. Ça fait du bien. Cette dimension aussi culturelle qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire qu'en fonction des cultures, on ne va pas faire et mettre en place les mêmes choses. Et ça peut influencer aussi sur cette recharge de sécurité.
Je vous parlais tout à l'heure des moments qui activent très très fortement ce système d'attachement. C'est bien sûr les moments de la sieste, le coucher, le sommeil de la nuit et aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, des moments d'éveil. Parce que entre les cycles, on a des moments d'éveil. Et en fait, donc ils sont quand même nombreux. Et en fait, il faut aussi indiquer aux parents qu'il y a ces moments d'éveil où l'enfant peut avoir, on peut avoir l'impression qu'il se réveille, mais en fait, pas forcément. Il peut aussi s'auto-apaiser tout seul. Il n'a pas forcément besoin de l'adulte pour repartir en fait dans le sommeil. Et donc, il faut faire attention à ces moments d'éveil aussi. Et donc, c'est grâce vraiment à l'aide parentale que bébé va préparer son sommeil et il va le préparer quand ça? Pendant la journée. Il prépare sa journée pendant la nuit. C'est vraiment un cycle veille-sommeil et il faut percevoir en fait ces deux parties vraiment de manière associée. Alors, au niveau du sommeil, quand on regarde en fait les chiffres des chiffres qui ont été publiés en fait en 2022 sur les enfants de moins de 3 ans, on a quand même 32% des parents qui déclarent que leur enfant souffre d'au moins un trouble du sommeil. Voilà. Donc, pour pouvoir partir dans le sommeil, on pourrait mettre ça avec des guillemets. Pour l'enfant, il est essentiel de se sentir en sécurité pour pouvoir s'endormir et aussi pour pouvoir s'auto-réconforter, pour se réendormir en fait pendant ces périodes d'éveil. Ce sentiment de sécurité, il est juste, ou de sérénité, cette bulle, en fait, elle est importante pour l'enfant pour aller dans le sommeil, pour aller découvrir, explorer ce monde de la nuit. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'attachement a une fonction en fait de régulation émotionnelle et ça va impacter en fait la gestion du stress de jour, mais aussi la gestion du stress pendant la nuit. Parce que la nuit, ça fait peur. Ouais. Quand l'enfant est petit aussi, se séparer, on le verra sur la diapo d'après, se séparer, c'est oh, est-ce que je vais revoir mon papa, ma maman? Est-ce qu'il existe toujours? Voilà. Et ça, c'est très très angoissant. Pour un peu après, plus tard aussi, on a les angoisses de la nuit, parce que la nuit, ça fait peur. Les bruits sont plus les mêmes, les lumières sont pas les mêmes. Tout ça, en fait, il faut apprivoiser en fait cette nuit. Le sentiment de sécurité, lui, est régulé par le lien d'attachement de l'enfant à son parent et aussi la qualité du caregiving, qui est la partie en fait parentale de l'attachement de son parent. Voilà. Et donc ça aussi, c'est important et c'est pour ça que beaucoup d'auteurs parlent du sommeil comme un véritable système motivationnel qui serait en plus de l'attachement et de l'exploration. Et ce sentiment, pour pouvoir aider son enfant à aller dans le sommeil, il faut soi-même, en tant que parent, être sécurisé par rapport à ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Des fois, on se demande si c'est l'enfant qui n'arrive pas à s'endormir ou si c'est le parent qui n'arrive pas à ce que l'enfant s'endorme et à se séparer de son enfant. C'est ce qu'on peut voir, je fais le lien, dans certaines consultations, il y a des parents qui n'ont pas envie de partir. Ou il y a des parents qui déposent leur enfant à la crèche et qui vont pas en fait partir. C'est pas l'enfant qui bloque, mais là c'est le parent. T'es sûr, tu vas pas pleurer? Tout va bien? Voilà, qui pose des questions et donc là on peut se poser ces éléments de questions par rapport à ça. Beaucoup d'études nous montrent que les interactions entre la sécurité de l'attachement d'avec ses caregivers est différente et va influencer différents paramètres du sommeil comme la qualité et la quantité, et cela tout au long de la vie. Donc ce style d'attachement va vraiment impacter notre style de sommeil aussi. Et d'autres études nous montrent un lien entre l'insécurité de l'attachement du bébé par rapport à ses parents et l'insécurité de l'attachement de la mère et des troubles du sommeil. Donc il y aurait un lien, ça veut dire qu'il y aurait un lien vraiment entre le type d'attachement de la maman. En général, quand elle est insécure, c'est des liens qui vont être plus compliqués avec son enfant, donc des liens plus compliqués par rapport au sommeil. Ouais. On sait aussi, on parlait tout à l'heure de bébés vulnérables, que ce lien d'insécurité, il va plus se développer en fait dans les familles où il y a eu de la vulnérabilité, où il y a eu de la prématurité, du handicap. Voilà, tout à l'heure aussi, vous parliez, je ne sais plus qui disait ça, sur le fait que les parents n'allaient pas demander de l'aide. On a des parents, on sait bien, la littérature nous l'a montré, c'est-à-dire que les parents qui sont insécures, une des difficultés de l'insécurité, c'est qu'elle va faire que le parent a du mal à demander de l'aide. Voilà. Donc, il y a tout ça qui se surajoute. Ah oui, ça avait changé, je savais plus. Comme c'est pas moi qui dirige. Donc le sommeil et cette angoisse de séparation. Donc cette angoisse de séparation, c'est les difficultés d'endormissement et les réveils nocturnes peuvent s'expliquer par ces difficultés à négocier la séparation pour l'enfant et ses parents.
Et c'est vraiment des deux côtés que ça marche aussi. Cette angoisse de séparation, elle fait partie vraiment du développement affectif normal de tout individu. Voilà. Mais il faut apprendre à réguler, en fait, et à maîtriser en fait cette angoisse de séparation. D'ailleurs, on peut très bien entraîner cette angoisse de séparation avec l'enfant à jouer à ce fameux jeu de coucou. Ça aide. Ça nous donne la permanence de l'objet. Ça aide pour la permanence de l'objet et se dire si je vois plus, ça existe quand même. Ça va aider cette angoisse de séparation. La séparation qui va être imposée par le coucher et l'extinction de toutes les sensations diurnes, eh bien ça, c'est quelque chose de hyper angoissant. C'est-à-dire que bah, quand on est réveillé, on peut s'amuser, on peut découvrir plein de choses, et là, on éteint tout. Ça peut être très angoissant en fait pour l'enfant. Pour le bébé qui vit ça de manière irréversible aussi. Si je ne vois plus maman, bah, peut-être que je la verrai plus jamais. Ça peut être très, ça peut donner de la peur, pardon. L'investissement maternel joue un rôle majeur dans la gestion de cette angoisse, qui est notamment à travers la mise en place des capacités d'auto-apaisement et d'auto-endormissement qu'on a vu tout à l'heure. Alors je suis désolée, je parle de l'investissement maternel parce que beaucoup de travaux s'intéressent à l'investissement maternel et pas paternel. Ouais. Dans nos travaux, en règle générale, on a 10% de papa, pas plus. Donc c'est pour ça que je parle de l'investissement maternel parce qu'on n'a rien sur l'investissement paternel. Souvent, les manœuvres d'auto-apaisement et de rendormissement du jeune enfant sont empêchées par l'angoisse parentale. Elles peuvent aller jusqu'à des modèles qu'on appelle d'attachement inversé, où en fait l'enfant ne va pas s'endormir parce que dans sa tête, c'est lui qui doit faire attention à son parent. C'est pas le parent qui va être gardien de son sommeil, mais c'est en fait l'enfant qui va devenir gardien du sommeil de ses parents. Et ça, c'est quelque chose d'hyper compliqué. Et pour aller pointer ça du doigt, ça peut être difficile. C'est pour ça que le questionnement est important aussi. On en a parlé tout à l'heure, les transmissions intergénérationnelles de cette angoisse de séparation et des troubles du sommeil sont démontrées dans la littérature. Influence de la culture aussi dans les pratiques d'endormissement. Je ne vais pas en dire plus parce que vous en avez parlé tout à l'heure sur les pratiques distales ou proximales. Le sommeil troublé. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer? On l'a dit tout à l'heure, je rebondis par rapport aux travaux des grossesses multiples, mais le sommeil des tout-petits va impacter très rapidement et considérablement le sommeil des parents. Il va y avoir un épuisement parental. Donc ça, c'est difficile. Les parents sont inondés de conseils, parfois contradictoires et contre-intuitifs, de leur entourage, des soignants, mais aussi de ce qu'on appelle maintenant l'e-parentalité. Je vous conseille d'ailleurs le dernier dossier de Spiral qui fait tout un dossier sur cette e-parentalité qui nous donne en fait des informations importantes. Pourquoi les parents vont chercher de l'information sur Internet avec des influenceurs plutôt qu'au niveau des soignants? Voilà, je vous conseille d'aller lire ça, ça vous donnera des informations qui font un peu peur. Ces dettes de sommeil des parents peuvent se développer en fait des insomnies réactionnelles. Et à savoir, en fait, ça peut provoquer ce qu'on appelle des boucles interactives négatives qui vont renforcer ces troubles du sommeil et le désaccordage relationnel. Le parent fatigué, il va être stressé, il va y avoir de la peine à fournir de la disponibilité affective dont l'enfant a besoin pour plonger dans le sommeil. Mais il va avoir du mal aussi à comprendre ce qui se passe, à prendre des décisions, à réfléchir. Donc, du coup, c'est compliqué. Du côté du bébé, ça va altérer sa santé, ses apprentissages, la régulation de ses émotions, et il va pas comprendre aussi pourquoi on le laisse de côté et qu'on répond pas à ses besoins. Je vous ai mis sur le côté, en fait, pour que vous ayez l'image de ce que je vous montre lors du DU sur cette chaîne de sécurité qui est très importante, c'est-à-dire que l'enfant, pour être en sécurité, il a besoin de s'appuyer sur son parent, qui lui-même a besoin d'être en sécurité, et il va s'appuyer sur sa famille, qui a du mal aussi si elle n'a pas de sécurité, et donc elle va aller vers les soignants, qui doivent eux-mêmes avoir une base de sécurité, sinon ça peut être compliqué pour eux. Je ne continue pas. Mais vous voyez que cette base de sécurité, elle est importante. Pour pouvoir donner des soins à son enfant, il faut soi-même se sentir en sécurité. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système d'attachement du parent, donc qui priorise ses propres besoins émotionnels, est en balance avec le système de caregiving. Donc le caregiving, c'est quand l'adulte priorise les besoins de l'enfant. Ok, mais si le papa ou la maman ne vont pas bien, sont fatigués, il y a un déséquilibre et du coup, le caregiving, il va moins bien se faire. Et plus il y a un déséquilibre, moins ça se fait. Donc ça aussi, c'est important à voir. Pour pouvoir apaiser ses besoins d'attachement, il doit pouvoir, le parent, s'appuyer sur son compagnon ou sa compagne. C'est ce qu'on appelle l'équipe parentale. Et il faut qu'elle fonctionne bien, cette équipe parentale, ce qui questionne sur la monoparentalité. Il y a le support social qui va beaucoup influencer aussi ce stress maternel, le caregiving qui va être mis à mal par les troubles du sommeil.
les recherches rapides qui se font par rapport à l'hyparentalité, ce qui pose cette question aussi. Voilà. Et aussi, le sommeil des parents est lié à leur expérience d'attachement en lien avec les aléas de la vie et le retentissement de leurs propres problèmes de sommeil. Et enfin, donc je ne sais pas du tout combien il me reste de temps, mais je vous ai fait des petits schémas pour montrer un petit peu tout ce qui se passe. Donc, vous voyez cette bulle de sécurité. Ouais. Oui, non, juste 2 minutes là pour terminer si tu C'est peux. bon. Ouais. Juste, je vous ai fait Merci. ces schémas récapitulatifs pour montrer en fait sur cette bulle de sécurité de l'attachement de l'enfant, qu'est-ce qui va influencer. Donc, vous voyez, la fratrie, les grands-parents, la nounou, les copains, le tempérament de l'enfant, les habitudes. Donc, on voit qu'il y a plein de choses. Donc, je n'ai plus le PowerPoint. Hop, mais c'est pas grave. Et donc, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent. Et donc, là, je vous ai fait un focus sur les parents. Donc là, il faut recliquer pour vous dire que cette petite vignette parent, eh ben aussi, il y a son propre système d'attachement qui va influencer au niveau de son caregiving. Voilà. Et donc, il y a toutes ces influences proches au niveau du tempérament du parent, des habitudes, de la culture, des loisirs, mais aussi la fatigue va influencer énormément les réponses du parent en tant que caregiver. S'il a des problèmes de travail, s'il a des problèmes de santé, des soucis, des traumas, tout ça, ça va influencer comment le parent va être un caregiver plus ou moins compétent pour son enfant, pour l'aider à constituer cette bulle de sécurité qui lui permet de s'endormir. Et en conclusion, l'attachement donc fonctionne comme un régulateur émotionnel interpersonnel qui va nourrir en fait le sentiment de sécurité qui est vraiment nécessaire et essentiel au bon déroulement de la journée et de la nuit. Les parents représentent donc les gardiens des portes du sommeil de leur enfant et aussi se souvenir que s'endormir représente un lâcher-prise, un laisser-aller pour explorer le monde de la nuit. Pour bien dormir, il est essentiel de se sentir en sécurité grâce à ses parents qui, à leur tour, pour aider leur enfant à bien dormir, ont besoin de se sentir en sécurité, la chaîne de sécurité. Et sommeil et attachement coévoluent tout au long de la vie. L'enfant et l'adulte a besoin d'une bulle de sécurité pour pouvoir bien dormir. Un grand, grand merci pour cet exposé passionnant. Avec plaisir. Donc, de bien rester avec nous pour des éventuelles questions qui vont arriver. On continue avec Dr. Debs. On va vous redonner la main pour que vous puissiez guider votre topo, puisque là, vous allez nous partager alors tout ce qui est pratico-pratique par rapport à ce sommeil, notamment l'hygiène de vie, l'impact des médicaments et ce qu'on peut appeler les marchands de sommeil. Voilà, donc on vous passe la main. J'arrive. Alors, oui, histoire que tout le monde ait un peu des éléments sur lesquels vraiment se rattacher en très peu de diapositives, en tout cas les messages qui me semblent importants en tant que spécialiste du sommeil. Je vous disais, comme vous voyez sur cette photo, une famille, c'est des gens qui cohabitent, c'est notamment vis-à-vis du sommeil. Déjà, un couple, c'est compliqué, alors faites dormir des enfants avec, qui vont avoir leur rythme propre lié à l'enfance, mais qui vont aussi avoir un sommeil qui n'est pas forcément le même que leurs parents. Il va falloir faire cohabiter tout ce petit monde ensemble. Sauf d'autant plus qu'il faudra faire attention à tous les membres de la famille. Quand vous voyez des parents avec un tout petit, vous allez demander comment dort l'enfant. Mais s'il vous plaît, demandez à la maman comment elle dort. Beaucoup de parents, et je vais revenir, cherchent à être des parents exemplaires et être aussi exemplaire avec une tenue de maison parfaite, alors qu'il faudrait que la maman, elle se repose aussi. Et on sait désormais qu'il faut demander comment la maman dort, si elle dort quand l'enfant fait la sieste, pour pouvoir dépister la dépression du postpartum, d'où l'intérêt de la consultation postnatale précoce qui a été mis en place. Et donc, aidez-vous de certaines questions, de comment arrivez-vous à vous rendormir quand bébé se rendort, au bout de combien de nuits est-ce que vous êtes épuisé, et surtout, avant de quitter la maternité, comment est-ce qu'on voit déjà la maman qui gère un peu ce sommeil-là. Alors, face à tout ça, il faut savoir que le maître mot d'une insomnie chez le nouveau-né, elle est comportementale. Ça vous a bien été expliqué là par l'attachement. C'est une mauvaise interprétation des éveils entre les cycles. Une maman qui cherche à être parfaite, dès qu'elle entend son enfant se réveiller, va venir tout près du berceau, et notamment si la grossesse a été compliquée ou cet enfant est arrivé plus tôt que prévu et dans des conditions qui n'étaient pas idéales, va se dire que se passe-t-il? Or, si on leur apprend en fait à ses parents de se dire écoutez votre enfant et écoutez voir si vous voyez des bruits qui sont différents de ce que vous avez d'habitude d'entendre ou si vous entendez des pleurs ou des cris, ce n'est pas le même message.
Autre élément aussi à savoir, c'est que normalement, je dis bien normalement, un enfant à partir de 6 mois, un enfant né à terme, il n'a plus besoin de manger la nuit. Parce que c'est pareil, ces conditionnements au sommeil fait que si je mange, je vais donc dormir. Ou si j'ai du mal à dormir, plus tard, je vais aller chercher l'alimentation pour me rendormir. Et dans ce monde avec plein d'obésité, ça fait le lit d'un certain nombre de troubles. Un enfant donc, qui s'éveille la nuit, ça ne veut pas forcément dire qu'il va pas bien. La difficulté de nos jours, c'est que les patients sont désormais, ils sont désarmés face aux marchands de sommeil. La venue de cet enfant, elle est un bouleversement, comme beaucoup, pour beaucoup de gens, et on s'entoure de blogs de réseaux sociaux pour essayer de comprendre, avoir un bon manuel de comment faire face à cet enfant. Boris Cyrulnik vous dirait que la famille n'est plus un modèle et que les parents sont loin, donc ils doivent trouver leur propre référentiel. Et en voulant être le meilleur parent, avec une haute exigence de parentalité, une bienveillance encore plus marquée, c'est là où ils deviennent fragiles parce qu'ils ont toujours peur de faire du mal à leur enfant. Et désormais, on voit arriver des biens de consommation liés au sommeil. Alors, il y a eu historiquement le babyphone, mais désormais, c'est des caméras de surveillance avec des matelas connectés. Et comme on vous dit, si la maman lâche prise, on ne voit pas comment l'enfant va lâcher prise derrière. Vous avez désormais des coachs sommeil qui sont disponibles 24 heures sur 24, moyennant finance, en gros aux alentours de 600 euros. Vous avez même des nounous sommeil dans les listes de naissance, ce qui semble un peu fou. Et désormais, même dans les médias, on voit apparaître tout ce business des enfants qui nuit à tout le monde. Et un des pères du sommeil qui dirige l'INSV, le professeur Marc Ray, mentionne bien, comme ça a été dit dans certaines questions, apprendre à dormir, c'est comme si on avait un coach pour apprendre à parler ou à marcher. C'est un accompagnement des parents, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain comme un claquement de doigts. Alors, je parle de la mélatonine juste pour vous dire qu'il n'y a aucun intérêt chez l'enfant sans problème, sans trouble du spectre autistique, ni problème de vision de prescrire de la mélatonine, qui, je vous rappelle, ne va commencer à diminuer qu'à partir de 55 ans et reste un médicament avec potentiellement des effets secondaires, notamment sur tout ce qui est organes reproducteurs pour la suite. Donc l'hygiène du sommeil, la réassurance des parents, c'est la clé pour éliminer les mauvais comportements. Il faut savoir que dans la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, il n'y a absolument aucune indication chez l'enfant de prendre de la mélatonine, qui malheureusement est en vente libre dans pas mal d'endroits. Alors on apprend à s'endormir, c'est un moment de lâcher prise, on tombe dans les bras de Morphée, hein, qui a un peu un lien avec la mort, même si là c'est l'arrivée d'un nouveau-né. Je vous laisse le soin de regarder la mythologie et vous plonger là-dedans. Donc à faire, c'est toujours repérer les bons moments où l'enfant a sommeil. C'est on va dormir quand on a sommeil. Donc cet enfant baille, se frotte les yeux, se prend un peu les cheveux, a des signes qu'il faut repérer. Qu'à ce moment-là, on instaure le même rituel de coucher. S'il peut y avoir du bercement et bien sûr un moment fort d'attachement, et qui sera toujours le même à chaque fois, qu'on garde en permanence, que ce soit la semaine, même si les parents sont fatigués ou le week-end, avec des horaires réguliers de sieste et de coucher, qu'on stimule l'enfant en journée et on diminue la lumière en soir et qu'on a des activités calmes. Et pour la suite, surtout, éviter, comme ça a été bien mentionné, qu'il ne faut pas prendre de biberon pour aider l'enfant à s'endormir, que le lit est un moment plaisir, que c'est un moment réservé au sommeil et qu'il ne doit surtout pas être une punition par la suite, car ça va rester après pour la suite. Je vous remercie de votre attention et je vous ai mis là différents endroits où vous pouvez des informations vérifiées et des centres de ressources. Je vous remercie. Oui, Olivia, tout à l'heure, j'ai coupé le dernier avec les références bibliographiques, mais bien évidemment, elles seront dans tous les diaporamas qui pourraient être vus en replay. On va essayer de reprendre le cycle normal. Rachel, ce serait bien d'arrêter le partage. C'est fait. C'est fait, merci. Merci beaucoup. Alors, on reprend la main ici Oui. avec un dernier exposé autour du sommeil partagé et de l'allaitement. Alors, voilà, et je laisse Jean-Claude. Donc, Madame Hervé André était toujours sage-femme enseignante à l'Université de Montpellier, maintenant est à Angers, directrice de l'école de sage-femme, on dit aujourd'hui école de maïeutique. Et elle a travaillé sur le sommeil partagé chez la femme allaitante, qui est un référentiel que vous pouvez trouver sur le site du RPO.
Elle est associée au laboratoire des hormones du stress et de la plasticité et elle participe à de nombreux projets de recherche, en particulier celui sur le syndrome de Willy-Prader. On vous laisse la parole. On n'entend pas. Merci à tous de m'avoir invité. En fait, je vais terminer cette présentation par une présentation qui va être finalement aussi une présentation très clinique et notamment du référentiel en fait qui a été coécrit avec le RPO sur le sommeil partagé et l'allaitement. Tac. Et en fait, cette question-là du sommeil partagé, et on le voit du sommeil d'une manière générale, elle est venue d'un groupe de travail qui était pluridisciplinaire avec différents acteurs en fait de la périnatalité. Diapo suivante. Pour répondre en fait à une question, c'est que en tant que professionnel de santé, ce qu'on a pu voir, et en tout cas on a pu tous constater, et vous l'avez vu là aussi, que chez les parents, il y a souvent en fait une pratique qui va être assez fréquente en fait d'une surface de sommeil partagée, qui peut être parfois cachée. Pourquoi? Parce qu'elle est sous différentes formes. Soit en fait il peut y avoir un sommeil où en fait le lit, l'enfant va être mis entre les deux parents. Il peut y avoir aussi le père qui va, ou la mère, hein, là on a pris le père, mais en tout cas un des parents qui du coup prend l'enfant, se met sur un fauteuil et en fait s'endort avec l'enfant. Et ou encore des sommeils, des surfaces de sommeil partagées de lit à côté. Cette pratique, elle est souvent cachée aux professionnels de santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va à l'encontre des nouvelles, enfin, des recommandations que l'on a depuis un certain temps. Et en fait, cette pratique de sommeil partagé, mais qui sont à contrepartie, enfin, qui ne sont pas en relation avec les recommandations, en fait, c'est un facteur de risque aggravé, notamment pour la mort inattendue du nourrisson, et on va le voir. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'en termes d'épidémiologie, en fait, chez les enfants de moins de 6 mois, en fait, il y a à peu près 32% des nouveau-nés qui se retrouvent ponctuellement dans le lit parental. Ça diminue en fait au fur et à mesure que l'enfant grandit, mais il y a quand même 16% des enfants de moins de 2 ans qui se retrouvent au minimum une fois dans le lit, en fait, euh, une fois dans le lit des parents sur une période de 6 mois. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça diminue progressivement, mais que du coup, ça continue. Nous, on s'est intéressé sur la notion de sommeil partagé et pas de cododo. Pourquoi pas cododo? Tout simplement parce que cododo, et dans les présentations que vous avez eues jusqu'à présent, en fait, ça vient du mot co-sleeping en anglais, qui veut dire sommeil partagé. Et nous, c'est vrai qu'on a traduit ce terme comme étant un cododo, et en fait, il faut déjà qu'on soit d'accord sur cette définition de sommeil partagé. Et en fait, et on peut différencier trois situations, en fait, selon lesquelles les enfants et les parents vont avoir, en fait, un sommeil partagé. Soit c'est le partage de la chambre, d'accord? Et donc, le partage de la chambre, ça peut être un berceau de l'enfant à l'intérieur, de la chambre des parents. Soit le partage du lit parental, d'accord? Et en fait, c'est souvent dans ce partage de lit parental, en anglais, ils incluent aussi le partage du canapé, le partage des fauteuils et des sofas que l'on a vus jusqu'à présent. Et la troisième situation où vraiment le lit de l'enfant est à côté du lit parental en sidecar. Ce qu'il faut savoir, et c'est important, c'est que, et on l'a vu jusqu'à présent, en fait, c'est très important d'avoir une proximité de la mère et de l'enfant, en tout cas sur l'allaitement maternel. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, cette proximité entre la mère et l'enfant, et notamment chez l'enfant, chez le nouveau-né qui peut être vulnérable, et surtout en cas de prématurité, en fait, lorsque l'enfant va être à proximité de la mère, ça va favoriser l'allaitement maternel. Et l'étude Eden a montré que justement, l'allaitement maternel à la demande allait améliorer en fait le sommeil des enfants. De plus, cette proximité de sommeil partagé va avoir des bénéfices pour la mère, pour l'enfant, avec l'augmentation de la prolactine. Et c'est exactement ce que vous a dit le docteur Troupel tout à l'heure. En fait,
ce maternage proximal, c'est important en fait pour la sécurité de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment des rappels physiologiques. Vous avez eu vraiment des superbes présentations dessus. Et donc, les recommandations du couchage, et notamment, c'est très important, en fait, c'est que pour dormir en sécurité, il faut le rappeler en fait aux différents parents, c'est que l'enfant doit dormir à plat, ça c'est sûr, dans une turbulette adaptée à sa taille, dans son propre lit, dans la chambre des parents, la première année notamment, dans une pièce entre 18 et 20, sans tabac, enfin sans exposition au tabac, en utilisant un lit à barreaux, un matelas ferme, ne pas utiliser de tour de lit et veiller à ce que le lit soit vide et aéré. Quand l'enfant est vulnérable, et là vous l'avez vu, en fait, il faut vraiment opter pour un lit séparé ou bien un lit en sidecar parce qu'en fait, il va avoir plus de facteurs de risque, cet enfant-là, euh, du coup, d'être victime de mort inattendue du nourrisson. Et ces recommandations pour la prévention, en fait, ont bien montré qu'on avait cette diminution de la mort inattendue du nourrisson. Ce qui fait que le nourrisson, en fait, et notamment celui qui est allaité, il doit être mis en fait à côté de la mère allaitante et non entre les parents, de préférence, euh, comme je vous le disais, dans un lit séparé ou dans un sidecar. Et par contre, s'il a de la fièvre aussi, on préconise cela. Pourquoi? Pour ne pas majorer la fièvre. Pour les règles de sécurité sur le sommeil de l'enfant, et c'est important de le rappeler en fait aux parents, c'est que quand ponctuellement, et on l'a vu, en fait, l'enfant dort dans le lit parental, en fait, il faut que le coparent soit prévenu que l'enfant est dans le lit parental. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important parce que s'il n'est pas prévenu que l'enfant est dans le lit parental, il peut y avoir en fait une diminution de la vigilance et il peut y avoir des accidents. Il faut du coup, de préférence, quand pour le couchage et que l'enfant soit dans la chambre, que les parents soient non-fumeurs et une bonne vigilance des parents, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de somnifères et pas de médicaments qui altèrent la vigilance. Et c'est d'autant plus important sur les bébés vulnérables qui vont, encore une fois, être plus sensibles en fait à ces facteurs de risque et à cet environnement. La deuxième chose, c'est vraiment de sécuriser par rapport au sommeil l'environnement de l'enfant. Il faut que le matelas il soit ferme et dédié au sommeil. Il faut qu'il soit collé en fait au bord du lit et pas qu'il soit trop petit ou trop grand par rapport au lit, adapté. Ça vous paraît peut-être évident et en tout cas c'est peut-être un rappel, mais pour certains parents qui vont justement avoir, qui vont par exemple prendre de la seconde main ou autre, en fait ils peuvent de temps en temps ne pas avoir la literie qui peut être adaptée, que le lit parental et encore plus les lits des enfants ne doivent pas être accessibles aux animaux. Il n'y a pas de chat qui doit venir dans le lit des enfants, venir perturber les sommeils. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais ça peut être important. Et bien évidemment, sur le couchage, c'est une gigoteuse et pas de couette ou pas les draps des parents. Et quand l'enfant est dans un grand lit, il faut toujours qu'il soit accompagné dans ce grand lit. Pourquoi? Parce que du coup, et on l'a vu là justement, en fait, ça peut être source de stress, d'angoisse par rapport aux enfants. Et ça, c'est quelque chose de très important aussi, en fait, d'avoir une literie qui soit adaptée à la taille de l'enfant. Et d'ailleurs, vous le voyez assez, quand la literie n'est pas adaptée, quand les lits sont très grands, les enfants, en fait, vont se mettre plutôt sur un côté pour aller chercher cette proximité. Dans ce référentiel-là, souvent, et on l'a voulu comme ça, on a voulu en fait vous proposer des vignettes cliniques, en fait, de questions que l'on a de la part des parents pour savoir si, et tout un dialogue en fait de professionnels pour vous aider, vous orienter sur la manière de répondre par rapport à l'allaitement maternel et le sommeil partagé. J'allaite et on m'a dit qu'il ne fallait pas dormir avec mon bébé dans le même lit parce que cela augmentait le risque de mort subite du nourrisson. Est-ce que c'est vrai et qu'en pensez-vous? La première chose à faire, c'est du coup de réassurer le parent, de lui dire qu'il est intéressant de poser cette question et surtout qu'il est intéressant en fait qu'il puisse avoir une réponse de la part de professionnels de santé.
Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, on s'est aperçu que c'était vraiment ce sommeil partagé, une pratique qui était cachée. Donc, de les valoriser en leur disant que c'était intéressant et important qu'ils posent ces questions, ça permet aussi un cercle vertueux où en fait les parents savent qu'il n'y aura pas de jugement de la part des professionnels de santé, mais une information qui sera donnée. Et ce qu'on peut leur dire, et d'une manière médicale, c'est que allaiter son enfant dans la chambre des parents, et donc là on leur explique les modalités de couchage et de sommeil, en tout cas dans les 6 premiers mois, est un des facteurs de prévention de la mort inattendue du nourrisson. Et qu'il est recommandé en fait que les nourrissons dorment dans la chambre des parents, près du lit des parents, sur une surface séparée, conçue pour les nourrissons, et idéalement dans ces 6 premiers mois. Et ensuite, on leur rappelle les règles de sécurité pour l'enfant. La deuxième vignette clinique, et on l'a vu jusqu'à présent, et vous nous l'avez dit un certain nombre de fois, c'est j'allaite mon bébé, je suis épuisée la nuit. Dès que je le pose dans mon berceau, il se met à pleurer, même dans son lit à côté. Qu'est-ce que je peux faire? Et si je le prends avec moi dans mon lit, est-ce que le bébé va s'habituer? Est-ce qu'il va devenir capricieux? Et donc, c'est là où il y a plusieurs choses. C'est en effet questionner le sommeil de l'enfant, questionner le sommeil de la mère. Donc, ça, enfin, vous voyez que mon propos, en fait, reprend tous les différents éléments qui ont été proposés jusqu'à présent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de venir à la fin et en regard de ce qui a été dit. Mais c'est surtout aussi réassurer les parents. En fait, pourquoi? Parce que un enfant, et reprendre la notion finalement de nuit complète, et on l'a bien vu avec les différents cycles de sommeil, c'est finalement pour un enfant et pour un nouveau-né pas la même chose que nous. Et souvent, la notion de nuit complète pour un parent du bébé, eh ben, c'est pas la même. Et 5 à 6 heures, bah, si l'enfant s'est endormi à 20 heures le soir, eh ben, il est normal qu'il se réveille à 1 heure du matin. Pour lui, sa nuit aura été complète. Donc, en reprenant les notions essentielles qu'on a vues jusqu'à présent, en fait, ça permet vraiment, finalement, d'informer les parents. Il y a aussi une réassurance à faire, c'est-à-dire que prendre un enfant dans ses bras, et ça on le voit encore à l'heure actuelle, en fait ne va pas le rendre capricieux, il ne va pas s'habituer, mais en fait il va être apaisé. Et c'est là où on va vraiment venir en fait sécuriser le lien d'attachement. Et on l'a vu tout à l'heure, en fait le bonding de l'enfant avec en fait sa figure d'attachement, avec ses caregivers. Et c'est là où en fait l'enfant et quel que soit l'enfant, jusqu'à 6 mois, peut être considéré comme un enfant vulnérable. Alors d'autant plus s'il y a de la prématurité, d'autant plus s'il y a du handicap, mais en tout cas, il faut venir le consoler, le sécuriser. Les tétées nocturnes, elles répondent aux besoins nutritionnels et affectifs de l'enfant. Il est normal qu'un enfant, et non seulement un nouveau-né, tète la nuit. En tout cas, dans les 6 premiers mois de vie. Et donc ça, cette normalité-là, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut dire aux parents. Et que le sommeil de l'enfant, en tout cas dans les 6 premiers mois de vie, il est normal que l'enfant puisse se réveiller. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, qu'en effet, il n'y avait pas forcément besoin de lui donner une alimentation systématiquement. Mais par contre, en fait, si on regarde, il doit être 8 à 12 fois par 24 heures et 8 à 12 fois par 24 heures. D'accord? Ça veut dire qu'il doit téter toutes les 2 à 4 heures environ, et donc forcément durant la nuit. Après, c'est plus vrai hein, quand les enfants vont grandir. Pour retrouver le référentiel et les différentes situations cliniques, vous pouvez aller sur les réseaux périnatales Occitanie. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci, merci beaucoup. On va faire très vite sur la fin, c'était un peu la conclusion. Voilà, si l'approche pédiatrique est essentielle, comme on l'a vu ensemble, l'expertise de la sage-femme, du kiné pédiatrique, du psychomote, de la puéricultrice, de l'ergothérapeute, du psychologue ou du psychiatre, pour offrir un accompagnement précieux, d'où ce travail de transdisciplinarité. Le sommeil du bébé vulnérable, on l'a vu ensemble, c'est une symphonie fort délicate où chaque instrument, du corps aux émotions, doit donc trouver son harmonie. Pour cela, on a des outils, on a des recommandations, soit par la HAS ou encore les 1000 premiers jours, et notamment sur le terrain par les réunions de concertation professionnelle.
Le kiné, lui, spécialisé en neuromotricité du tout petit, intervient lorsqu'il existe des tensions musculaires, des désorganisations du tonus qui vont affecter le bien-être du nourrisson et par conséquent son sommeil. Il va rééquilibrer le tonus musculaire. Certains bébés présentent une hypertonie ou une hypotonie. Il va travailler les chaînes motrices et myofaciales, stimuler la sensorialité et la stimulation sensorielle et proprioceptive, massage, bercement, mobilisation douce et l'accompagnement des parents, conseils posturaux, portage et gestes favorisant un sommeil serein. Il en est de même. Il faut y penser donc essentiellement à se poser la question du sommeil en cas de torticolis congénitale, en cas de reflux gastro-œsophagien qui apparaît évident, en cas d'asymétrie posturale qui gêne au contact, les yeux dans les yeux, qui gêne l'alimentation, qui gêne au portage, en cas d'inconfort digestif et en cas bien évidemment d'hyperexcitabilité neuromotrice. Pour l'apport des psychomotriciennes ou psychomotriciens dans l'amélioration du schéma corporel, régulation des rythmes et des repères temporels avec le rituel dont on a parlé, travail autour des réflexes archaïques et soutien à l'attachement et à la sécurité affective. Voilà, y penser également, évidemment, s'il y a des troubles de la modulation sensorielle, difficultés d'attachement, troubles de l'intégration posturale, comme ça a été précisé dans les topos précédents. Pour l'ergothérapeute, dans une approche transdisciplinaire, il intervient aussi dans les troubles du sommeil, l'évaluation par la prise en soins sensoriels interoceptifs, proprioceptifs, vestibulaires et tactiles, par la prise en soins sensorimotrices en lien avec les compétences qui ne sont pas suffisantes pour avoir un sommeil de qualité, le partenariat parental, bien évidemment, l'éducation thérapeutique individualisée et la revalorisation des compétences parentales. Si on regarde ce tableau, vous avez à gauche les critères d'un enfant à développement typique et à droite les critères des bébés vulnérables, puisqu'on tient à rappeler que nous travaillons dans le cadre du bébé vulnérable et qu'il est extrêmement important de se rendre compte que c'est encore majoré, en particulier pour les troubles du sommeil chez ces enfants. Si l'on considère par exemple le chapitre concernant la durée et structure du sommeil, avec des cycles courts chez le bébé qui va bien, sommeil polyphasique, évolution progressive, par contre, chez le bébé vulnérable, fragmentation plus marquée, cycle plus court ou désorganisé, retard d'organisation circadienne. Au niveau de l'endormissement, on a bien vu que l'endormissement était progressif avec besoin d'accompagnement, de réassurance. Fréquentes difficultés d'endormissement, hypervigilance, besoin de contenance beaucoup plus important chez le bébé vulnérable. Concernant les réveils nocturnes, 3 à 5 réveils par nuit, surtout liés à la faim et aux besoins de réassurance. Les réveils sont plus fréquents, plus prolongés, liés à des inconforts, un inconfort sensoriel surtout, des douleurs, voire un stress accru. Régulation du tonus et du stress pour le bébé qui va bien, capacité progressive d'auto-apaisement. Hypersensibilité sensorielle ou hyporéactivité, difficile à s'auto-apaiser. Concernant les facteurs environnementaux, donc cette sensibilité à la lumière, au bruit, au contact corporel, au contact parental. Chez le bébé vulnérable, on sait bien cette hyperactivité ou stimulée, tout peut être considéré comme douloureux, la lumière, les bruits, les manipulations, et ça nécessite un cocon, un cadre sensoriel adapté. Pathologies associées, comme on vient de le dire, dont les coliques, les reflux pouvant perturber ce sommeil. Les reflux sont plus sévères, sont plus embêtants, les apnées du sommeil sont fréquents, l'hypotonie, l'hypertonie, là aussi, vont entraîner des difficultés par rapport à l'endormissement et à la qualité du sommeil. Il en est de même pour l'immaturité respiratoire. Je pense à ces enfants qui sont nourris avec une sonde nasogastrique, qui ont des lunettes à oxygène à la maison ou qui présentent des anomalies neurologiques importantes. L'impact du lien parental, l'importance du rituel, du coucher, de l'attachement, comme ça a été dit. Risque de trouble de l'attachement est d'autant plus important et il est nécessaire de renforcer les interactions positives. Alors, tout cela nous amène donc, comme on l'a vu, à évoquer des stratégies pour l'enfant qui va bien dans cette routine stable, portage, bercement, favorisation du rythme jour-nuit. Et chez le bébé vulnérable, l'approche sensorimotrice, qu'elle soit portée par le kinésithérapeute, le psychomotricien, le suivi spécialisé, le soutien parental doit être renforcé. Tous les soins autour du bébé vulnérable doivent être centrés autour de la famille. Dans cette approche donc somatique, la réalité du contexte psycho-affectif dans lequel se trouve cet enfant et sa famille, donc avec des troubles du sommeil persistants et sévères, malgré l'application des rythmes, environnement
et rituels, l'impact significatif sur la dynamique familiale, épuisement parental, détresse, mère-père, tension relationnelle, des difficultés d'attachement et d'interaction, des bébés qui sont difficiles à apaiser, hypervigilants, évitants, des signes de souffrance chez ce bébé avec des pleurs incessants, des difficultés pour l'auto-apaiser, les troubles somatiques dont on a parlé, et ensuite également les histoires familiales ou contexte de vulnérabilité comme la prématurité, séparation précoce, etc. Tous ces signes amènent bien évidemment à consulter les équipes formées en psychopérinatalité qui peuvent accompagner au mieux ces familles. Pour les bébés vulnérables, on sera surtout face à l'hypervigilance, ce bébé qui est en permanence aux aguets, à une hyperréactivité sensorielle, le sommeil sera fragmenté, les pleurs prolongées, il sera agité. Le lien parent-bébé va avoir du mal à se mettre en place et l'anxiété sera marquée surtout autour du sommeil. Le vécu traumatique périnatal, le stress post-traumatique familial, l'accouchement difficile, la séparation néonatale, l'hospitalisation néonatologie vont majorer tous ces signes. Les troubles du sommeil vont s'inscrire dans un tableau plus large de troubles alimentaires, de troubles du développement, d'absence de rythmicité biologique. Tout ceci justifie de se faire accompagner en psychopérinatalité, comme c'est par exemple tout à fait possible dans le cadre du parcours Cocon, avec entretien avec une psychologue ou un psychologue spécialisé, guidance parentale, thérapie interactive ou travail en réseau pluridisciplinaire. Les CAM sont toute leur place dans ce genre de difficultés. Vous retrouverez là, au moment du replay, les références les plus importantes. Et nous vous invitons à revenir pour prendre en compte les inégalités sociales de santé dans l'accompagnement du bébé vulnérable et de sa famille en partenariat avec la PRIS. Nous allons répondre aux questions. Oui, alors on a beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre. On va essayer de répondre le plus rapidement possible. Une première question sur le rendormissement des bébés. Donc, comment apprendre à un bébé à se rendormir entre deux cycles quand celui-ci pleure, ne se rendort pas et se calme qu'avec nourriture ou bras? C'est une question récurrente. Je pense que c'est effectivement, ça doit être une question récurrente des parents lors des consultations. Peut-être que... Qui c'est qui veut répondre? Peut-être Dr. Debs? Alors, je peux répondre, mais je pense qu'il faut qu'il y ait aussi Léa Delhomme qui parle. Enfin, voilà, qu'elle donne son avis de pédiatre. C'est-à-dire que si l'enfant pleure, c'est donc qu'il a besoin de réassurance, qu'il a besoin d'avoir ses parents. S'il a faim, ben, vous aurez assez vite, mais il s'avère que certaines mamans vont dire je le mets au sein, mais en fait, c'est pas le sein qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est le contact. Alors, est-ce qu'il veut que le contact avec la maman? Est-ce que c'est un enfant qui a besoin de la succion, ne serait-ce que ça, pour se rassurer et se réendormir? En gros, c'est trouver un certain nombre d'outils pour que l'enfant se réendorme. Mais ce qu'il faut éviter, c'est qu'au moindre bruit, pardon. Au moindre bruit, les parents, en fait, se jettent sur l'enfant pour lui donner ou le biberon ou le bercer. Parce qu'à ce moment-là, l'enfant va retenir que pour se rendormir, il faut absolument qu'il y ait ces contacts-là. Alors, on ne sait pas, c'est toujours pareil, hein, l'enfant va grandir et il y a des choses qui vont potentiellement se modifier. Si cet enfant, il a déjà des fragilités, qu'il faudra des choses plus contenantes pour qu'il se rendormir, en gros, il faut lui trouver ces astuces pour qu'il arrive à se rassurer et se rendormir. Dr. Et la Delhomme, plupart peut-être? du temps, quand les parents sont prévenus avant de comment fonctionnent les cycles, il y a beaucoup, beaucoup moins de mauvaise compréhension et d'insomnie comportementale. Oui, je partage tout à fait cette façon de répondre à la question, avec aussi le fait d'insister sur le fait que le sommeil doit être appris aux parents avec des explications sur les endormissements autonomes, les réendormissements et l'auto-apaisement, et que c'est effectivement une phase du sommeil, ces éveils physiologiques, il faut surtout pas réveiller les nouveau-nés, et qu'il y a des techniques qui sont propres à chacune des familles et à chacun des enfants, et qu'effectivement, il faut respecter ça et l'apprendre. On peut peut-être aussi ajouter par rapport à cette vision de l'attachement, on nous montre en fait les résultats, enfin les études nous montrent que si on répond dans les 3 premiers mois en fait à chaque fois aux réponses, petit à petit donc l'enfant va engrammer le fait que ben, s'il a quoi que ce soit en fait il y a un gardien qui est là pour l'apaiser. Donc en fait plus ça va aller, moins il y aura de réveil et plus l'enfant va s'auto-apaiser parce qu'il sait que s'il y a le moindre problème, le parent est là. Alors que si le parent le laisse attendre,
et ne répond pas à ses demandes. Du coup, là, l'enfant va être en hypervigilance et il aura du mal à s'auto-apaiser. Donc, toujours pareil, il a besoin de se renforcer en sécurité et de savoir que son parent sera toujours présent. Et c'est pour ça que, il y en a qui, ça va durer plus longtemps pour certains, mais c'est important. La recherche nous montre que si on a répondu dans les 3 premiers mois, c'est surtout ça qui est important. Après, ça sera beaucoup plus facile pour cet auto-apaisement. Ah oui, la précocité donc de l'action, Oui, là. oui. OK. Une autre question? Alors, est-ce normal que beaucoup de tout petits, moins de 6 mois, fassent des micro-siestes, 20 minutes? Oui, c'est possible. C'est un mode de récupération en mode flash de l'enfant et qui peut épuiser les parents. Qui est des phases de sommeil qui durent, au lieu d'un cycle de 45 minutes, c'est même jusqu'à certains enfants, c'est 10 minutes. OK. Bonjour, comment accompagner les parents qui subissent plusieurs réveils nocturnes de leur bébé? Après 6 mois, bébé en bonne santé, bonne croissance et sont épuisés. Que pensez-vous des méthodes d'endormissement autonome telles que le top chrono 5, 10, 15 à laisser pleurer le bébé? Culpabilité vis-à-vis de la sécurité affective du bébé. C'est en fait un désapprentissage entre guillemets, mauvais comportements ou comportements inadaptés des parents vis-à-vis des éveils nocturnes. On réapprend l'enfant, alors de manière plus ou moins musclée, à ce que tout seul, il appréhende le réendormissement. Après, peut-être se poser la question sur est-ce que l'enfant a eu la possibilité pendant la journée de recharger en fait son besoin d'attachement, de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent beaucoup de temps en dehors de la famille et qui voient pas leurs parents. Et des fois, le fait de passer du temps ensemble, de partager des bons moments, la journée vraiment prépare la nuit et prépare la sieste. Il y a aussi ces éléments-là, parce que c'est vrai que laisser pleurer, je dis pas que c'est pas bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, hein, docteur Debs, mais il y a aussi ce questionnement de qu'est-ce qui se passe dans la journée. Est-ce que les parents se sont laissés du temps pour aussi interagir ensemble? Et vraisemblablement, là, souvent un signe de souffrance et le terme utilisé par les parents est souvent fort. À partir du moment où quelqu'un vous dit qu'il est épuisé, il faut se poser la question sur lui, comment est-ce qu'il est psychologiquement et comment est-ce qu'il vit à chaque fois ces moments-là. Mm. Vraisemblablement, il y a une souffrance psychologique de la maman qui a ou pas été assez aidée ou qui n'a pas écouté suffisamment ses besoins ou qui a eu des exigences trop hautes. Mm. OK. Merci beaucoup. Autre question? Quelle différence faites-vous entre routine et rituel? Peut-être Olivia? Mais il y en a, pour moi, il n'y a pas de différence. C'est le terme, il peut être employé. Sécurité, hein. Ouais. Oui, les deux, ouais. Mm. OK. Il y avait une question, comment pouvez-vous parler de surface de sommeil partagé après avoir rappelé les recommandations internationales de prévention de la nuit qui prohibent totalement ce partage du lit? Le sommeil qui est partagé, c'est pas le lit. Mais effectivement, a été évoqué le terme de surface partagée. En fait, ce référentiel, s'il faut se rappeler, hein, s'il a été fait, c'est parce que le sommeil partagé est c'est fait et c'est caché par les parents parce que ça va à l'encontre des recommandations. Et l'idée, c'est de pouvoir donner aux parents les règles de sécurité afin que si cette pratique est faite, elle soit faite de manière le plus sécuritaire possible. Donc, c'est vraiment ce référentiel a été fait dans ce but-là. Avez-vous un référentiel avec des contacts des différents professionnels pouvant aider à la prise en charge? Euh, non, là, je ne sais pas, on va peut-être pas pouvoir, c'est par rapport à quelle prise en charge. Est-ce que c'est pour les troubles du sommeil? C'est pour les troubles du sommeil chez la femme enceinte. Mais là, ça va être, comme on disait, d'avoir un suivi pluridisciplinaire, donner des conseils et s'il y a des facteurs de risque associés, ne pas hésiter là à l'orienter précocement et vers des spécialistes du sommeil si besoin. Et ensuite, par rapport à la prise en charge des nouveau-nés, je ne sais pas si quelqu'un veut. En tout cas, il n'y a pas de référentiel avec de contacts au sein du réseau. Typiquement, on n'a pas ce genre de référentiel. On peut avoir un recours aux psychologues du réseau, en particulier à ceux qui sont référencés dans le parcours Cocon, qui ont toute cette formation en psychopérinatalité et à accompagner les difficultés ou les souffrances rencontrées, dont les troubles du sommeil. OK.
Il nous reste deux questions. Quelle est la période sensible pour l'endormissement autonome du bébé? Je comprends pas la question, ce que ça veut dire période sensible, mais bon. C'est-à-dire la meilleure période pour. Je pense que c'est ça la question. Quelle est la meilleure période pour proposer l'endormissement autonome? Ça dépend des Ça enfants. dépend. Bah oui. Ça dépend des enfants et des parents aussi, comment ils se sentent. Et s'il n'y a pas de réponse absolue sur. Il y a une précision, c'est le meilleur moment en termes de possibilités pour la maturité neurologique. Rachel? La maturité neurologique, il n'y a pas de règle. Elle est variable aussi, oui. Oui. Il n'y aura pas un jour J et telle date. Non. Non. Si c'est une question de maman ou de papa, c'est vraiment le moment où vous vous sentez prêt. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est chacun. Moi, je me souviens, j'avais été formé sur les troubles du sommeil, où on disait le trouble de sommeil s'inscrit dans la famille. Et donc, il fallait chercher dans la famille. Ensuite, il y a énormément. Il y a une phrase qui m'est revenue pour un enfant qui ne dormait plus alors qu'il dormait tout petit, c'est que le grand-père était décédé durant son sommeil. Et ça avait été répété, répété, répété dans la famille, ce qui fait que le gamin ne voulait plus dormir tellement il avait peur de ne pas se réveiller. Après, l'insomnie est une problématique familiale que vous léguez et vous transmettez, comme l'anxiété. On peut penser que là, on parle de parents qui sont très anxieux à l'arrivée de leur enfant. Et bien sûr, c'est pour tout le monde la même chose, c'est l'apprentissage d'un nouveau chapitre de sa vie. Et que clairement, s'il y a une anxiété qui a été transmise ou le fait que dans la famille, on est tous insomniaques, on peut penser qu'on inscrira ça dans le comportement de l'enfant. Il reste une question, je pense. Une dernière question, il y en a eu d'autres après, mais sinon on va jamais Oui. s'arrêter. Donc, Ouais. comment bien différencier phase d'éveil et signe d'éveil de TT? Phase d'éveil et signe d'éveil. On est dans la subtilité. Ouais. Puis ça devient plus compliqué. Puis en plus, ça dépend de l'enfant. Ouais, Non, moi, je sais un pas. enfant qui est éveillé et qu'on voit normalement, on le voit assez vite s'il est éveillé ou s'il dort. Voilà. OK. Et puis je pense aussi ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Voilà. Bien sûr. Peut-être que voilà, un nouveau-né, un nourrisson qui vient de naître, on va sur un allaitement maternel, on va essayer de l'allaiter au signe d'éveil. En tout cas, c'est les signes que le nouveau-né est prêt à téter. Ça sera peut-être différent sur un nouveau-né de 6 mois, un enfant de 6 mois. OK. Écoutez, un grand merci à tout le monde là, de votre participation, notamment au niveau des orateurs et de tous les participants. Voilà, on a débordé, on est encore désolé, mais le sujet était tellement important et je crois qu'on a pu cibler l'importance pour toutes les professions d'être très sensibles à cette problématique du sommeil, comme on voit comme elle altère le développement et le devenir de ces bébés et de ces familles. Donc, dans tous les bilans, je me place là au niveau des rééducateurs, il faut absolument qu'on ait un espace pour essayer de tester un petit peu la qualité du sommeil de ces bébés et de la famille. Un grand merci à chacun. Oui, merci beaucoup. On a Merci bien beaucoup. passé le temps, comme à chaque fois. Merci aux, Merci à vous. aux presque 500 personnes qui étaient présentes. Ça nous fait plaisir. Et on vous souhaite à tous une très bonne après-midi. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup.